Bonjour ou bonsoir tout le monde, tout dépendant de l'heure que vous écoutez ce podcast. Bienvenue à Entre les quatre coins du ring, ou en compagnie de Richard Adam Gagné, moi, Pierre-Luc Esparto. Aujourd'hui, en vigueur du 23 août 2015, on va parler de SummerSlam 2015. Richard, comment ça va? Ça va super bien. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé, sans la consultation de mon collègue, que j'allais faire une introduction plus classiciste et non pseudo-égocentrique. Pas égocentrique, mais pseudo... c'est quoi le mot? Excentrique, avec soit mes histoires de bouffe pour préparer... ou encore en me prenant pour le Ed Sullivan Show ou Jimmy Pivotal, parce que oui, je suis un fan des Late Night Shows. Le problème, c'est que je n'écoute pas de Late Night Shows, parce que je n'ai pas le câble chez nous, et ça ne m'intéresse pas d'avoir le câble chez nous. Mon Dieu, que ça fait du bien d'en parler! Mais vide-toi le cœur. C'est toujours... on va dire qu'on est en thérapie. Puis... Ben c'est ça, enfin, le podcast, c'est qu'on se vide le cœur sur les sujets qui nous tiennent justement à cœur et en vigueur pour vous, mesdames et messieurs. On parle ce matin ou ce soir, je répète, quand que vous allez l'écouter, de SummerSlam qui s'en vient. La WWE qui a pas roulé, ils n'ont pas vraiment présenté un produit qui était à la hauteur de ce qu'il pouvait offrir. Mais SummerSlam semble être l'événement qui risque de tourner le cap vers quelque chose de plus positif. Du moins, c'est ce que mon collègue semble dire. Ben honnêtement, moi j'aime la carte. J'aime beaucoup. J'ai des grands espoirs pour plusieurs matchs. J'ai vraiment hâte de voir ça. On va en discuter au courant du show. Moi, des affaires, par exemple, que je vais t'avouer, je regarde la carte, j'ai essayé la carte, puis je regarde, et je me rends compte que, c'est parce que, entre guillemets, il triche, la WWE triche, il profite du fait que c'est le premier SummerSlam de 4 heures pour en faire un grand événement, mais là, tu vas te rendre compte qu'il y a bien des affaires aussi, que n'a pas vraiment lieu d'être, soit c'est surestimé. Mm-hmm. Fait que, mesdames et messieurs, on a déjà possiblement un conflit à même pas 2 minutes du podcast. On a déjà un conflit entre Richard, Adam et moi. Fait que ça risque d'être intéressant, ce podcast-là. En fait, va peut-être avoir du conflit! C'est ce qu'il faut. On veut de la confrontation. Ouais, on veut du sang. Ouais, mais c'est dur de montrer du sang dans un podcast principalement audio, surtout YouTube. Quoique YouTube panique quand c'est des paires de membres à connotation sexuelle, mais du sang, ça c'est comme l'Amérique. Pas de problème. Le sang, là, tu vois des tripes à la télévision, ça, pas de problème. Mais tu vois le nipple accidenté de Janet Jackson, et là, la nation en entier capote. Maudit mon podcast! maudit que quand moi je déroute loin en salle. Hey, donc écoute, de lutte, on rappelle, on ne dérivera plus vers les histoires de Janet Jackson. Plus jamais. On fait pas de promesses. Mais bon, trêve effectivement de conneries. Je plaide coupable. On commence ça à compter les matchs par les matchs, ou toi tu veux peut-être commencer à parler peut-être du build-up? C'est quand même un gros événement, fait que le build-up a quand même été important. Moi, les build-up, je t'avouerais que j'ai trouvé tous moyens. C'était surtout partout des concours de qui pisse le plus loin, dans le fond, c'est ça qui est mon gros problème de SummerSlam, c'est que c'est des gros, la plupart ce sont des combats revanche, des pay-per-views précédents qui étaient déjà comme en bas des attentes, puis en bas de la barre de performance qui peut divertir même le fan moyen, tu sais. On va voir le tout au cours du show. Il y a quand même effectivement des build-up qui ont laissé douter, qui laissaient à désirer plutôt, je devrais dire. Ouais, beaucoup. Personnellement, j'ai pas été un gros fan du build-up entre Taker et Lesnar déjà de base. Bon, fuck.
C'est tout ça pour faire comme OK, ben gars, t'as perdu la chance d'être champion à cause de moi. Doit-on dire la chance, parce qu'on le sait que Lesnar, il a pas besoin de chance, il a juste besoin de gueuler un petit peu, puis ils font oui, on veut te garder, fait c'est correct, on va te le donner le titre. S'il te plaît, fais-nous pas mal. Puis, mais pourtant, Lesnar, c'est une perte d'argent monumentale, je veux dire, pour le peu qu'il fait à comparer de ben des gars, je regrette, mais Lesnar, c'est que je le répète, que Vin ne s'étonne pas si il perd des millions au lieu d'en gagner. Il gagne pas des millions avec Brock Lesnar, c'est pas vrai, là. On en a déjà parlé dans les autres podcasts. On va se répéter, mais c'est pas grave. Lesnar est clairement pas là pour nous. Il est là pour essayer d'attirer un autre public, qui est les fans de UFC, les fans de disons-le ainsi, de true fight. Donc, ouais, mais il est là pour ce monde-là. Il est pas là pour nous, fans de lutte. Non, mais entre guillemets, lutte est un bien grand mot dans son cas, mais Brock Lesnar également. Est-ce que quand tu regardes un match de Brock Lesnar, il lutte pas vraiment, il sue au bout de 2-3 minutes, puis disons qu'il est pas aussi mobile, mais oui, tu vas le voir faire des sauts extraordinaires de temps à autre, mais entre-temps, il prend extrêmement beaucoup trop son temps, puis nous-mêmes, quand on fait des retours, on dit toujours les mêmes affaires, parce que Brock Lesnar livre toujours les mêmes affaires. Mais c'est pour ça que Brock Lesnar a Paul Heyman à ses côtés, parce que s'il n'avait pas Paul Heyman qui sauverait son derrière, qui couvrait toute sa panoplie de faiblesses, juste par la voix de Monsieur Paul Heyman, oui, Monsieur Paul Heyman, et bien Brock Lesnar prouverait mon point que c'est une valeur gaspillée. Sinon, à part ça, comme je dis, il y a eu un build-up qui laissait à désirer. Il y a eu un build-up, malheureusement, qu'il ne s'est pas fait à la norme cause de blessure. On parle ici de Rollins contre Cena. Ils ont très bien profité de la situation. Ça, par contre, il faut leur donner l'idée de carrément faire un t-shirt pour Rollins à l'effigie de Never Shut Up and You Can't See Me. Moi, je trouve ça très drôle et très agréable. Non, c'était génial, ça. Ils ont vraiment bien profité de la situation. Mais ça reste que, à cause de ce malheureux événement-là, le build-up s'est scrappé pas mal. Puis, résultat, ben, on a juste vu Rollins parler, puis lancer des challenges dans le vide. En tout cas... Puis en plus, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on était pour voir Rollins contre Cena. C'est pas un retour de pay-per-view, mais on s'entend, si on recule dans le temps justement où est-ce qu'il y avait vraiment une grosse histoire avec The Authority, donc dans le temps de Survivor Series. De l'an passé. Exact. On en a vu des Cena contre Rollins. On en a vu, on en a revu. Puis on en a eu assez surtout, là. Ouais, parce que... Ouais, mais encore une fois... Faire avec ça. Mais encore une fois, tu sais, on sait que Cena peut donner des bons matchs. Dans le podcast, on l'a jamais vraiment nié. Ça dépend toujours de son adversaire. À preuve Kevin Owens, à preuve. Mais c'est-à-dire que l'an dernier, à Royal Rumble, que on ne faisait pas de podcast dans ce temps-là, Seth Rollins a sauvé le combat, la crédibilité et la saveur du combat entre John Cena contre Brock Lesnar, parce que sinon c'est un combat que les gens perpétuellement chiaient dessus. Et Seth Rollins qui pourtant tu sais, Seth Rollins c'est le heel que les gens aiment haïr. C'est ça qui fait qu'il est fort. C'est ça qui serait supposé en tout cas. Mais encore c'est très drôle parce que moi je me rappelle très bien d'une semaine après qu'il a cassé le nez puis qu'il s'en est vanté. Thank you Cena, clap 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 clap. Thank you Rollins, tu veux dire? J'ai dit que thank Cena, qu'est-ce que moi c'est thank you Rollins, t'as raison. Mais non, c'est ça. Mais thank you Rollins, c'était savoureux. J'ai la série celle-là. Mais c'est ça, puis c'est ça qui est, comme j'expliquais, c'est ça que j'ai aimé de la WWE, que le fait qu'ils ont vraiment profité de cette heat-là, c'est vraiment, comme je dis, en sortant des t-shirts négatifs par rapport à Cena, en plus, vraiment, comme je dis, le t-shirt pour Rollins, c'est vraiment drôle.
si on passe à un autre sujet, encore toujours dans le build-up, il y a un autre match que le build-up a été ordinaire, très réchauffé, très étiré, encore cause de blessure. Ryback contre Big Show, contre The Miz, on s'était supposé d'arriver au dernier pay-per-view. Malheureusement, Ryback a eu une infection grave au genou, de la manière que j'ai entendu parler. Oh, donc, c'est ça qui est arrivé finalement. Comme je dis, là, je sais pas comment traduire ça littéralement. Là, je ne suis pas médecin, mais en gros, il y a eu un problème d'infection dans le genou. Son genou était le double de la grosseur. Il a eu besoin ils ont enlevé une affaire comme je sais pas combien de litres de liquide de son genou. Puis il a eu besoin de récupérer de ça dans le fond. Okay, c'est ce qui a causé le retard pour ce match-là. Bon. Donc, on garde ça pour les autres combats, que c'est que t'en dises. Oui, effectivement. On va démarrer le show. On va démarrer le show avec Dolph Ziggler accompagné de Lana contre Rusev accompagné de un poteau. Le poteau. Le poteau rose. Le poteau rose, oui. Alias Summer Rae, oui. C'est pas s'appeler Summer Rae, mais moi je l'appelle le poteau. C'est bon. Ça a été confirmé ce soir? Ça a été confirmé à Raw du 7 août, donc très récemment. Fait que ce qui veut dire que ça c'est un autre combat qui a eu un build-up garoché, mais l'avantage c'est que les gens, c'est que tu avais déjà comme un semblant d'intérêt de construit autour du fait que Lana voulait se venger de comment le Rusev le maltraitait. C'était peut-être prévisible que Dolph Ziggler reviendrait pour SummerSlam. Mais là, on passe de 9 matchs à 10 matchs grâce au fait que Dolph Ziggler et Rusev, méchant Rusev qui essaie de... qui essaie par tous les moyens de rendre jalouse Lana, blablabla. Pour que Lana revienne, pour que Lana supplie à Rusev de la reprendre. Ce qui a mené que dans le procédé, Dolph Ziggler était blessé et là où Dolph Ziggler veut se venger, au moins c'était pas un build-up écœurant, mais au moins t'as un build-up qui était là. J'ai quand même apprécié au cours du build-up la manière dont Rusev a vraiment utilisé sa blessure et justement a à un point faké sa blessure pour justement se venger correctement. Ah non, ça c'est bien. Ça, et détruire Ziggler. C'était vraiment beau. Je lui donne quand même un gros thumbs up pour avoir fait quelques moves avec une grosse botte de même après le pied. Ça doit être pas évident au niveau de l'équilibre puis tout le kit. Donc, mais il l'a fait. C'est ça. On peut pas y enlever. Puis c'était quand même agréable. Donc non, comme je dis, ce match-là, personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait une fin un peu boboche pour la simple et unique raison qu'on s'entend. C'est sûr et certain qu'il va y avoir un build-up pour que prochainement, probablement à Survivor Series ou quelque chose comme ça, on ait un tag team mixed gender match qui va être le premier match de Lana réellement en tant que diva. Moi, c'est mon impression. Ça s'en va dans cette direction-là. Donc, je m'attends à une victoire de Rusev d'une manière cheap. Probablement une intervention de Summer Rae. Moi aussi, je m'attends à ce que Rusev gagne par soumission sur Dolph Ziggler, mais pas sans l'aide de Summer Rae pour mener effectivement à ce build-up. Que je m'attendais à ce qu'il fasse ça, en fait, peut-être à soir, mais qu'ensuite, j'ai entendu, je dis non, ça fait pas de sens parce que Lana n'est pas établie en tant que combattante. Puis il y a encore peut-être besoin un peu d'établissement pour justement rendre ça efficace, pour pas que ça ait de la garocher. J'ai déjà assez peur de la faire garocher. Ça serait plate de garocher ce que McMahon veut que son élément clé pour devenir la top diva paraisse bien. C'est totalement vrai. Lana, en plus, a un gros potentiel. La foule l'aime. Lana a le charisme. Lana a le charisme, mais et supposément qu'elle a des habiletés athlétiques assez étonnantes. Mais peut-elle transférer ça à la lutte? Ça va être à voir. Mais comme je dis, on le sait que ça s'en va dans cette direction-là. C'est sûr et certain. Fait que toi, tu dis Rusev et je dis également Rusev.
comme je dis, soit par disqualification, soit vraiment un coup chien qui va passer, Non, c'est sûr. genre Summer Rae qui va sauter sur l'anneau, quelque chose comme ça va distraire Ziggler, puis Ziggler va s'en virer de passe, Thirst Kick par Rusev, Ziggler est à terre, non, je pense que Rusev l'a quand même fait quelques fois dernièrement. Ouais, mais ça serait faut que Rusev prenne l'opportunité de se reconstruire en tant que monstre. Ouais. C'est le moment-là, là. Il était malheureusement que les gens veulent admettre ou pas, incluant ceux qui ont le pouvoir de la plume, admettre. J'aime ça des fois me répéter. Rusev a besoin de démontrer qu'il est un monstre. Rusev n'a pas besoin de tricher pour avoir ses victoires. Il l'a prouvé maintes et maintes fois, mais dans son cas, John Cena, ça l'a beaucoup rabaissé, comme Kevin Owens. Ça l'a rabaissé le momentum de Kevin Owens, dans la mesure où c'est que là, pour reprendre tes propres mots, qu'est-ce qu'on fait? Next match, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur j'ai le plaisir, de vous parler d'un combat qui peut-être va être le combat pour toilette. C'est à vous de décider. Ça va être Team Bella contre Team Bayley contre PCB. Alias l'équipe que ça a été un enfer pour ceux qui ont le pouvoir de la plume à déterminer comme nom d'équipe, parce que Submission Sorority, ça a été t'as un site porno qui a rapport à ça. Mais ça, c'était à eux de vérifier avant, tu sais, je veux dire. Ouais, mais ça, il y avait l'affaire qui font ça comme ça, puis y a pas vraiment de punition, c'est ça qui m'étonne, de dire. Chris Jericho va juste comme tordre le drapeau du Brésil, puis il est suspendu 30 jours, mais c'était Randy Orton, Randy aura jamais été suspendu, fait que c'est des affaires comme ça que genre, ouais, 2 poids 2 mesures, bravo. Personnellement, je pense pas du tout que ça va être le match pour ce pipi. Pas du tout. Ça va être un très, très bon match. Je m'attends vraiment à ce que les Divas cassent la baraque et nous offrent vraiment un très bon match. Personnellement, j'ai mon opinion pour ce match-là, du build-up qui risque d'arriver. Tout simplement, pour expliquer, juste avant, le jour avant, donc samedi, le 22. Qui est NXT TakeOver Brooklyn. Exactement, donc un gros show pour NXT. Sasha Banks va défendre son titre contre Bayley. On parlera pas en grand détail du show d'NXT, mais je tiens à spécifier pour expliquer mon point sur le match des tag teams. Il est temps, avec les divas étant Sasha, Charlotte et Becky, de faire une réelle coupure avec la NXT. Ça fait quand même 2 mois qu'on les voit à Raw. Même chose pour Kevin Owens en réalité. Il est temps qu'il y ait une certaine coupure. Que oui, ce soit les nouveaux de la NXT, ok, mais qu'on arrête de les voir sur les 2 shows. Donc, de là, moi, je pense personnellement que Sasha Banks va perdre son titre à la NXT contre Bayley, et Bayley va devenir la nouvelle vraiment grande diva qui va devoir porter sur ses épaules le poids justement de la division pour s'assurer que ça continue à être très positif comme c'est présent. Maintenant, pour revenir au match par équipe, de là, Sasha Banks perdant son titre le soir précédent, je pense fortement qu'on va avoir une victoire de Team Bad. Et c'est Sasha Banks qui va être la dernière sur le ring. Pour être honnête, c'est ça que là, je suis un petit peu plate parce que je suis obligé d'être d'accord avec toi pour Sasha Banks, parce qu'effectivement, même surtout ce soir, dans son combat contre la championne des divas, là, contre fucking Nikki Bella, Sasha Banks a montré a fait une clinique de lutte, de combat et de tout ce qu'un combat a de besoin doit avoir à la championne Nikki Bella. C'est là que tu te rends compte que Nikki Bella est juste championne pour des raisons politiques, plus que parce que elle le mérite. Encore une fois. Là, il a lancé ce soir que Nikki était à 28 jours de briser le record d'AJ Lee. Je suis plus aussi sûr qu'elle va le briser. Je sais pas. Avant, j'avais dit que c'était pour être ça. Je ne suis plus
aussi sûr. Ah, moi, je suis certain. J'espère avoir tort, mais moi, je suis certain. Le pay-per-view, le prochain pay-per-view, je pense que c'est Night of Champions, si je me trompe pas, et avant. Et juste avant. Mm-hmm. Donc, moi, je pense qu'elle va perdre son titre la journée avant. Juste avant. Juste pour faire en sorte qu'après ça, Nikki Bella ils vont pouvoir la transformer. Avec cette perte-là, à un jour d'un record, elle va pouvoir devenir extrêmement agressive. Elle va pouvoir vraiment modifier son personnage pour le rendre mieux. Mais ça sera pas crédible. Elle sera pas capable de faire ça, à moins de faire quasiment une thérapie de choc, là. Où c'est que si elle échoue, on y envoie des chocs électriques, là. C'est la seule façon. Puis encore, c'est la seule façon peut-être réussir à faire de quoi, là. De toute manière, aux dernières nouvelles, les sœurs Bella, les deux parlent déjà de retraite. Donc, ça se peut qu'on les voit encore pour peut-être juste un an. Là. Ben, c'est-à-dire que Nikki veut absolument avoir son kid avec Cena, puis Brie aussi, dans le fond, veut fonder une famille avec Daniel Bryan, fait que... C'est ça. Oui, c'est normal, t'as raison. Fait que, effectivement, on va bien voir ce que l'avenir réserve. Effectivement. Donc, pour continuer avec le match, ouais. Comme je dis, moi, mon impression, c'est que le build va être assez simple en ce fait que on va vouloir vraiment mettre à l'avant les lutteuses de NXT. Donc, je m'attends à ce que Sasha Banks, Charlotte et Becky Lynch soient les 3 dernières sur le ring. Et Sasha Banks, justement, pour la valoriser, va être capable d'éliminer les 2. C'est quoi? Ça fait du sens, ça fait du sens d'un côté build-up. Pour mettre en valeur Sasha Banks, parce que on s'entend que toi pis moi, on veut pas voir les Bella gagner ça d'aucune manière. C'est sûr que les Bella gagnent pas. À moins vraiment qu'ils veulent absolument faire gagner un match à Nikki. Si c'est ça qui arrive, on s'entend, là, c'est purement politique, comme on disait tout à l'heure. Oui, parce que là, à soir, Nikki a perdu contre... à Raw, Nikki a perdu contre Sasha Banks. C'est ça. Donc, fait que là, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que, tu sais, absolument, c'est aussi que ceux qui ont le pouvoir de la plume aiment bien, en même temps, un peu balancer les choses pour justement que le seul qui ait du overpushing de Superman, ce soit John Cena. Ce que je veux dire, c'est que dans le, c'est que je veux dire que seulement quand un lutteur gagne dans une feud, quand un lutteur ou une lutteuse gagne un combat d'avant-gala, c'est absolument un indice pour dire que, habituellement, je dis bien, un indice qui incite comme quoi que au pay-per-view, c'est la personne qui a perdu, admettons, Raw ou SmackDown, qui va gagner au gros show. Mais c'est pour ça que je me demande, écoute, selon moi aussi, BAD, l'équipe de Sasha Banks, Tamina et Naomi, ont besoin plus d'une victoire. Leur équipe a besoin beaucoup plus d'une victoire que Paige, Charlotte puis Becky Lynch et God forbid les Bella, parce que justement Team BAD ont été énormément, peut-être même beaucoup trop à l'écart de cette rivalité entre les 3 filles. Mais généralement, qui dit être à l'écart, dit également manque d'intérêt. On verra. De base, anyway, Charlotte a eu sa victoire au dernier pay-per-view. Donc, je verrais mal pourquoi donner une deuxième victoire à Charlotte, à moins qu'on veuille vraiment la builder comme la prochaine championne. Le fait étant que elle n'a pas besoin de ce build-up-là pour devenir une grande diva. Pas juste à cause de son lineage, ça va se faire tout seul. Charlotte est promise à un grand avenir. Oui. Tout simplement parce que c'est une Flair. C'est pas une question, les gens pourraient dire ah ouais, mais c'est justement parce que c'est une Flair, elle a des passes droits, non. Excusez, là, mais elle se démène malgré tout. Elle ne s'assied pas sur ses lauriers pour son nom de famille.
Non, non, Elle non. offre des très belles présentations. Et en réalité, même justement, aux gens qui se disent ça, qu'elle se fait donner ou des trucs ou quoi que ce soit, excusez, là, mais elle a vraiment, mais vraiment intérêt à se botter le cul pour la simple et unique raison que les gens une, euh, ont un espoir énorme en son potentiel. Parce que justement, c'est la fille à Ric Flair. C'est beaucoup de poids à porter sur les épaules en Ben oui, réalité. écoute, Pour écoute, cette David Flair a peut-être pris la retraite parce qu'il s'est dit fuck that shit. L'autre garçon de Ric Flair, il est mort, puis là, qu'est-ce qui reste pour transporter la legacy de Ric Flair pour pour les années 2000, c'est rendu là, c'est effectivement juste Charlotte. Donc, c'est ça. Donc, honnêtement, comme je dis, Charlotte n'a pas besoin d'une autre victoire. Elle a eu la première victoire, c'est correct. Becky Lynch, malheureusement, comme à la NXT, va probablement être la diva qui va être un peu derrière, un peu dans l'ombre des deux autres, parce que vraiment, Sasha Banks a un énorme potentiel et on doit lui offrir quelque chose parce que c'est le moment. Et que Charlotte, ben, comme je dis, c'est la fille à Flair. Donc, automatiquement, Becky Lynch, malheureusement, tombe troisième, malgré son énorme potentiel à elle aussi. Donc, comme je dis, je ne vois aucune raison, hormis politique, de faire gagner Team Bella. Team PCB n'ont pas besoin de cette Non, victoire-là. effectivement, ils sont déjà assez over comme ça, les trois filles. Fait que ce qui nous mène encore une fois à l'équipe de Tamina. Ça c'est vraiment ça l'affaire, c'est qui, on se pose la question, qui a besoin le plus de la victoire, pour trancher, c'est je suis d'accord pour dire que le facteur Sasha Banks aide beaucoup pour Naomi et Tamina. Exact. Ah, finalement, on s'ostine pas trop à date, là. Non, ce qui me m'étonne beaucoup. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises que ce soit justement genre PCB ou justement Team Bella parce que à cause des passe droits, mais non, tes arguments font beaucoup de sens. On passe à la suite. Et la suite étant Kevin Owens contre Cesaro. Que je pense en passant que le combat va se passer plus tard. Là présentement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ordre selon Wikipédia, mais j'ai également été un petit peu à peu près comme exemple, les autres mettent encore une ouverture, Randy Orton versus Sheamus. Je ne pense pas que ça va être eux l'ouverture. Je pense que l'ouverture ça va être à cause du comment que le build-up a été fait plus Dolph Ziggler, Rusev. C'est pour ça que j'ai parlé de Dolph Ziggler et Rusev. Je pense même que Team Bella, Team Bad puis PCB, ça va être plus tard dans la carte, mais là, rendu là, faut que des gens aient, faut que des gens soient placés, tu sais. Si tu veux mon opinion, Ouais. je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que le match qui va ouvrir, ça va être le match par équipe. Ouais, peut-être le match par équipe, ouais. Moi, je pense le match par équipe parce que c'est habituellement ce qui arrive dans les gros événements comme WrestleMania, comme SummerSlam. Habituellement, quand il y a un four-way tag team, c'est le premier match qu'on voit. C'est quoi, vu qu'on est déjà dedans, on va en parler du combat tag team au lieu parce que je préfère parler du combat tag team que de parler de Cesaro puis Kevin Owens pour l'instant. Selon moi, Kevin Owens puis Cesaro, ça va être le combat qui va voler le show, mais tout ça pour plus tard, mesdames et messieurs. Alors, justement, un des combats qui, comme je disais à l'introduction, me pique le nez dans la mesure que vraiment, je suis genre là, bravo, vous êtes après brûler, et vous êtes après brûler la division par équipe, et vous êtes après brûler, tuer l'intérêt de la division par équipe, en mettant une fois de plus toutes les équipes dans le même dans le même pétrin. C'est vraiment triste. Primetime Players contre Los Matador, contre Lucha Dragon, contre New Day. Fait qu'on donne pas de chance à The Ascension, non. On donne pas de chance, peut-être pour mettons une équipe surprise comme Blake and Murphy, mais ça aurait pas fait de sens qu'ils soient là anyway. Parce qu'à après The Ascension, qu'est-ce qu'il y a comme autre équipe qu'on pourrait dire, hey, ce serait fun qu'ils soient là dans ce combat-là contre Primetime Players ou whatever. Moi, j'en aurais un nom, mais c'est triste parce que à cause de certaines niaiseries qui se sont
qui se sont produites dernièrement. J'ai vraiment pas hâte de voir ce qu'ils vont faire avec eux. J'aurais bien aimé voir Team Meta Power. Mais évidemment, Team Meta Power n'existera plus, donc... ben oui, mais c'est pas de la faute de Joe Hennig, là, si Hogan c'est raciste, là. Non, ben... c'est pas de sa faute non, écoute, je sens qu'on commence à vraiment dropper des bombes, là, au podcast Entre les quatre coins du ring, mais là, c'est vrai. Ok, le seul gros défaut de Joe Hennig, c'est qu'il y a pas de charisme, mais les gens ont embarqué dans sa gimmick de Axelmania. Et ça fait chier, justement, ce qui s'est passé avec... Puis, il était supposé... Ça va briser. Ben oui! Sérieusement, il y avait tellement de potentiel, c'était tellement cool. Puis, non seulement, ça fait... Si on dirait vraiment qu'Axel, il est cursed, genre, dès qu'il trouve de quoi d'intéressant à faire, ça brise, il arrive. Absolument. Mais non seulement ça, mais en plus, c'est triste, parce que même Sando se fait traîner là-dedans, là. Sando, ils savent tellement plus quoi faire, ils avaient enfin trouvé quelque chose, puis bam, ça plante encore. Non, mais ça plante juste encore parce qu'ils sont fucking paresseux. Ils auraient pu faire pareil encore le Macho Man Down, je veux dire... Il y a aucune raison pour que le Macho Man Down ne fonctionne pas. C'est juste vraiment une circonstance de... c'est genre ceux qui ont le pouvoir de la plume, ils vont t'écrire 2 DEU. Pas de X, là. Pour dire qu'ils sont juste caves. Parce que Sandow a toujours été un des meilleurs potentiels de WWE depuis facilement les 3 dernières années. Et à cause qu'un autre qui a perdu à John Cena soudainement, ceux qui ont le pouvoir de la plume, mais aussi les côtés exécutifs ont décidé, on n'est pas intéressé par Sandow. Quoi? Non! Ça marche pas de même! Ah, mais ça, gars, comme tu dis, c'est toute une histoire du pouvoir de la plume. Retour au match par équipe. Donc, qui manifestement nous intéresse. Je suis comme... Et en passant, si ça vous à la maison, ça vous intéresse, tant mieux, parce que, parlons-en, ils ont déjà fait le tour avec Part-Time Players. Los Matadors, ça paraît qu'ils ont aucune confiance en eux. Lucha Dragons... Ils sont là pour bourrer le trou. Ils sont là pour bourrer le trou, merci. Lucha Dragons, ils retardent l'inévitable, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ils vont être champions. Est-ce que c'est le temps que là, ils soient champions? Je continue à croire que non. Pour la simple et unique raison qu'ils ne les bullent pas. C'est ça. On peut pas donner un titre. Je les adore, Lucha Dragons. Ne pensez pas à la maison que je dis Lucha Dragons, c'est de la merde. Non, je les adore. Mais, je ne peux... S'ils le font, tant mieux, mais en même temps, fuck, parce que ça a des risques d'avoir des grosses conséquences pour cette équipe-là. Et qu'en conséquence étant que si justement ils gagnent les ceintures par équipe, ça va tellement être out of nowhere que le public ne saura pas comment les prendre pas avant un bout, puis ensuite ils vont leur dire vous prenez pas en tant que champion. Ben oui, il est où l'intérêt de qu'ils soient champions si t'as pas donné aucun intérêt, tu sais. Ça. Tu sais, on les voit dans les shows Raw, SmackDown, ils offrent une très bonne prestation, c'est super agréable, mais il n'y a pas eu de réel build-up pour dire c'est genre la team, c'est vraiment la team. Ils l'ont fait un peu au début, trop vite justement d'ailleurs, ils ont peut-être vu justement qu'elle allait trop vite, ils ont réduit le rythme, mais là, genre d'ici Survivor Series, faudrait là, qu'ils fassent, là c'est le temps là, de faire de quoi avec Lucha Dragons, je trouve. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça va arriver? Selon moi, non. Los Matadores, c'est des bouches-trous. Oui. Donc, en réalité, le combat, c'est Primetime Player contre The New Day. Encore une fois. Malheureusement, The New Day, ils ont brûlé, essoufflé, ils ont craché dessus. Il y avait tellement de potentiel, puis là, c'est rendu une joke. Tu vois, eux, s'ils gagnent la ceinture par équipe, ça pourrait justement sauver leur gimmick. Parce que déjà qu'ils ont perdu les ceintures prématurément, pis que là, comme j'ai dit, ils ont fait le tour avec Primetime Players, fait que là, on vient d'éliminer Los Matadors, on vient d'éliminer The Lucha Dragon, qui vont quand même donner des bonnes prestations, là, on s'attend à ce que le compagnie donne des belles prestations, mais encore une fois, quand tu élimines quasiment tes meilleurs éléments,
c'est parce que c'est plate à dire, mais le maillon faible, à part de Xavier Woods, c'est Primetime Player dans ce combat-là, côté quand tu regardes tout ce qui est sur la carte. Puis un des points forts, c'est Lucha Dragon. Mais encore une fois, Lucha Dragon, l'intérêt est pas là. De New Day, il y a quand même un peu plus d'intérêt, même si il leur fait faire des niaiseries, puis que Xavier Wood, qui supposément ils ont une grande confiance, ils le font passer pour un vaurien. Puis New Day, personnellement, comme je dis, il y a deux possibilités. Soit que vraiment ils vont regagner la belt et que là, ça va être... ils vont rebuilder ça. Soit que s'ils perdent là, ça va s'essouffler. Là. Ça va être vraiment comme leur dernier souffle prochainement. Parce que, je veux dire, si tu les fais perdre encore, ça sert à quoi après ça de leur redonner la belt? C'est triste. C'est pas. Le danger, si leur redonne la belt, je me croise les doigts pour que ça aille vers quelque chose de bien. Ouais. Mais comme je dis, là, ça devient un peu une joke avec justement j'ai un blanc encore. Biggie qui rentre en gambadant à cette heure, puis genre qui a l'air juste stupide. Ouais, le gambadant, effectivement, c'est probablement tu sais à quoi ça m'a fait penser quand je les ai vus en train de se gambader les trois ensemble? Non. Au Machien d'Oz. À Dorothy avec Tin Man puis le lion et l'épouvantail. Je regrette, là, mais non. Pis c'est sûr que les trois se sont inspirés de quand les quatre compagnons dans le film ils voulaient se rendre voir justement le Machien d'Oz. C'est sûr qu'ils sont inspirés de ça parce que c'est exactement les mêmes Christie de démarche. Ouais. Mais on en parle, mais c'est parce qu'en même temps, nous, c'est un podcast qu'on fait, c'est normal qu'on veuille en parler. Effectivement. C'est ça. À part de ça, t'as Xavier Wood qui est un enfant surexcité qui a besoin de Ritalin. Puis à côté de ça, t'as Kofi Kingston qui c'est dur, c'est ça. Ton silence et ton malaise le démontre. Lui-même, le personnage est encore une fois malaisé à être un heel. C'est ça, c'est poussé. C'est forcé. C'est pas naturel, c'est ça. Non. Donc, en tout cas, honnêtement, je souhaite malgré tout une victoire de New Day. Mon souhait personnel. Ah, fuck. J'aimerais que New Day... Non, j'ai pas dit que New Day était pour gagner. J'ai dit que je souhaitais. J'aimerais beaucoup que New Day gagne, parce que sinon, comme je dis, ça va être triste pour eux qu'il y ait une débarque. Ben, c'est justement. Mais c'est ça. Est-ce que vraiment c'est ça qui va arriver? Malheureusement, je pense que non. Toi, tu penses que Primetime Players vont garder la ceinture? Oui, malheureusement. Moi, j'écoute te contredire et te dire que ce serait le temps que New Day reprenne la ceinture. Cependant, si effectivement tu as raison et que c'est Primetime Players qui a la ceinture, j'aimerais beaucoup ça qu'ils donnent la chance à The Ascension, qui se sont quand même prouvés à Elimination Chamber, comme quoi qui étaient capables de laisser une impression puis de travailler. C'est totalement vrai. C'est ça. Anyway, la suite, si, comme je pense, Primetime va gagner, ils vont avoir besoin d'une équipe de heel. Là, parce que Lucha Dragons, clairement, sont pas heel. Donc, à moins qu'ils fassent un face contre face, ce qui est jamais une bonne idée. Los Matadores, on le sait plus à un moment donné. Ils sont-tu face, ils sont-tu heel? Là, présentement, on les considérait... Genre, dans ce build-up-là, logiquement, il serait supposé d'être heel. Mais t'as El Torito qui est toujours l'espèce de face. Exact. Donc, Los Matadores, comme je dis, est-ce qu'il pourrait avoir une rivalité avec Primetime Player après? Non. Pas tant. Donc, honnêtement, ils n'auront pas le choix d'aller chercher une autre équipe. Et de là, effectivement, ça serait souhaitable que ce soit The Ascension. Mais on verra ce qui arrivera là-dessus. Je sais pas quoi m'attendre. Honnêtement, la division, présentement, là, j'ai plus d'intérêt pour la division tactique. Merci de prouver mon point de ce que j'ai dit en introduction. Le prochain combat oppose un combat d'attraction
Je parle ici de Neville qui va faire équipe avec Arrow. Donc Red Arrow puis Green Arrow contre Stardust et Kane Barrett. J'aime quand même. La de sport. J'aime quand même l'idée de ramener enfin une star sur le ring. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, je suis quand même pour cette idée-là, d'avoir vraiment une star, un acteur, quelqu'un de célèbre dans un match, dans un pay-per-view. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment vu ça. Là, on parle pas de Lawrence quelqu'un Taylor qui intervient, quelqu'un qui est sur le bord du ring. On parle vraiment de quelqu'un qui se bat dans le ring. C'était quelque chose de classique par les passés. Je veux dire, on peut penser au WrestleMania 1 qui avait eu Mr. T. On peut penser à WrestleMania 11 qui avait eu le joueur de football que Lawrence Taylor, c'est lui que j'ai nommé, contre Bam Bam Bigelow. Lawrence Taylor c'est quand même bien débrouillé, ceci dit, mais tu le voyais qu'il n'était pas dans son élément. Bah, c'est sûr. Mais tu sais, comme je dis, il y en a eu plein d'autres. On peut penser à Kevin Federline, Federline, Britney Spears. Ouais. Aussi, il y avait eu des trucs dans le ring. C'est quelque chose qui avait beaucoup lieu avant, qui malheureusement n'a plus lieu maintenant. Parce que c'était quand même quelque chose d'agréable à voir. Donc, tu sais, comme, à un moment donné, justement, il y avait eu Wolverine, donc Hugh Jackman. Ça avait l'air de s'en aller vers ça. Ça s'est jamais concrétisé. J'étais tellement déçu. J'aurais aimé ça le voir dans le ring, ce gars-là. Ça aurait été vraiment intéressant. Mais en tout cas, donc c'est ça. Donc je suis content pour ça, pour le fait que enfin, ça fait longtemps, on va avoir vraiment une star dans un ring. Sinon, je sais vraiment pas à quoi m'attendre de ce match-là. C'est un build-up un peu garroché. En plus, Stardust, malheureusement, était absent durant longtemps à cause de la triste mort de son papa. Donc, ça a un peu scrappé le momentum. C'est ce qui est vraiment triste là-dessus. J'ai été quand même impressionné lundi passé par les talents de Stephen Amell. C'était athlétique qui quand même, j'ai vu la vidéo que tu me parlais, parce que moi j'avais pas vu ce Roland en question, où c'est que qu'effectivement Stephen Amell arrive sur par-dessus de la barricade comme si il était prêt à tuer Stardust. Entre les cordes pour sauter sur Stardust et fait un takedown à Stardust qui lui-même c'était un très beau takedown. C'était très bien fait là. Oui. Puis non, c'était honnêtement comme je dis, j'étais vraiment impressionné déjà à la base, je veux dire. On sait tous que oui, c'est sûrement pratiqué avant, mais même avec de la pratique, c'est pas quelque chose de nécessairement facile de dire c'est pas facile. Coup sur coup, je saute par-dessus la barricade protectrice, je saute sur le ring, je saute par-dessus la 3, puis je fonce vers le gars pour faire un takedown. Donc, c'était quand même quelque chose de wow, genre j'étais impressionné. Le gars est clairement très athlétique. Est-ce qu'ils vont savoir utiliser ce talent-là à bon escient? Je l'espère. Écoute, c'est pour ça qu'on disait d'inclure Neville puis Kane Barrett. C'était pour justement oublier le fait que Stephen Amell n'est pas un lutteur. C'est ça. J'espère qu'ils vont pas justement le faire juste se battre puis qu'ils vont le laisser. Tu sais, au lieu de oui, ok, donner des coups de poing, whatever, c'est important, mais genre, j'espère qu'ils vont le laisser vraiment. Tu sais, avoir comment il est capable de sauter, comme je dis, clairement le dude, il serait capable de faire des Hurricanrana, des trucs comme ça, puis ça serait intéressant. Donc j'espère qu'ils ont pensé à ça, puis qu'ils ont pris le temps de durant son entraînement, parce qu'on le sait qu'il s'entraîne. Il s'entraîne, puis apparemment ça va super bien, contrairement à Snooki. C'était l'autre vedette qui était à WrestleMania, qui a lutté en équipe avec, je ne sais plus qui, contre les Cool. Ou c'est que Michelle McCool, la championne elle-même, a fucké le spot de Snooki, ceci dit. Et c'est pas Snooki qui a fucké son propre spot. Non. C'est Michelle McCool qui a fait mal paraître et qui a failli faire planter Snooki.
C'était croire qu'elle a quasiment fait exprès parce que c'était la fin de Taker. Ça que vous venez d'entendre, c'est moi qui se tape sur la main, mesdames et messieurs. Mais pour revenir sur ça, dans un peu dans la même style, ce qui veut dire une vedette qui se met avec une vedette montante versus deux mid-carder qui ont le potentiel d'être des futurs main event. C'est ça. Donc, quand même bon. J'ai vraiment hâte de voir comment le match va évoluer. Comme je dis, il y a un potentiel. Honnêtement, moi, je trouve qu'il y a un potentiel pour que ce match-là soit vraiment intéressant. Oui. Si le build-up est bien fait en plus, comme on parlait dernièrement, si je me trompe pas, c'est hier soir, Stardust, présentement, il y a quelque chose de vraiment intéressant et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie-là. Il y a toujours une évolution intéressante avec Stardust, je sais pas si tu as remarqué. Effectivement. Là, présentement, vraiment, depuis son retour, c'est le fait que Stardust, présentement, ne fait plus la distinction entre la réalité et la fiction. Et c'est vraiment agréable. Pour lui, il est pas contre Neville, il est contre un super-héros. Il est pas contre Stephen Amell, il est contre Green Arrow. Mm-hmm. Il n'y a plus de barrière entre les dimensions, si je peux dire ça comme ça. Parce que lui vient de la 5e dimension. C'est ce qui est vraiment bien. Et j'espère qu'ils vont continuer à aller dans cette direction-là. Je parlais justement à long terme une rivalité avec King Barrett, puis vraiment qui lui parle comme si c'était réellement un roi. Il l'a fait à soir. Il l'a fait à Raw, puis c'était du bonbon, là. C'était beau, là. C'était agréable à regarder. Tant qu'à avoir un personnage de ce type-là, qu'en plus, il y a du potentiel, s'il vous plaît, pour une fois, poussez la POC au maximum. Donnez-lui la chance de vraiment utiliser les détails importants de sa gimmick au maximum. Parce que c'est ça qui rend Stardust intéressant. J'espère qu'ils vont pas gâcher encore une fois ce personnage-là, parce qu'ils ont déjà gâché Cody Rhodes. S'ils gâchent Stardust en plus, j'ai peur de voir ce qui va arriver après. Je ne pense pas qu'ils ont gâché Cody Rhodes. Je pense que Cody Rhodes, il savait que c'était un bon investissement, mais il fallait qu'il prenne l'investissement pour plus tard. Je pense, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont pas comme pushé Cody Rhodes jusqu'à la lune, parce que pour deux raisons. Un, c'est le fait de Dusty Rhodes, mais en même temps, ils savent que Christy, c'est un potentiel. C'est un potentiel à long terme, fait qu'on va attendre un petit peu avant de dire oui, on va lui donner un push pour la session intercontinentale, une coche de plus. Mon problème n'est pas avec le push qu'on a donné à Cody Rhodes. Effectivement, le build était bien. Puis on s'entend, c'est pas comme s'il y avait rien eu au cours de sa carrière. Il y a quand même eu une très belle rivalité avec Randy Orton du temps de Legacy. Ouais. C'était vraiment intéressant. Puis Cody Rhodes avait très bien paru à ce moment-là. Malgré qu'il y avait des bottes avec une Triforce, mais ça, c'est un détail. Ça fait toute la différence, mais c'est aussi le fait que pareil, Cody Rhodes, c'est un gars qui a quelque chose que les autres lutteurs ont pas, c'est qu'il y a un sens du timing aussi pour ses jeux et ses manières et sa position. Il y a un jeu extraordinaire. Mais juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, mon vrai problème avec ce qu'ils ont fait avec Cody Rhodes, c'est surtout quand ils lui ont donné son petite gimmick de cave de « Ah, mon nez est brisé, je suis défiguré! » Puis là, il voulait baguer tout le monde, puis toute l'équipe. Je trouvais ça tellement poche. Non, mais au contraire, c'était excellent. Ça faisait vraiment heel, mais ça faisait heel mid-carder, mais lui, il rendait ça intéressant parce que vraiment, il le poussait à fond, au même niveau qu'il pousse à fond sa gimmick de Stardust. Mais ça, c'est une belle leçon qu'il a pris de son père, qui va lui servir même plus tard. Effectivement. Donc, pour conclure avec ce match-là, personnellement, je m'attends à une victoire de Stardust sur soit Neville, soit Green Arrow, pour justement lui offrir un push qui est mérité
Et qui, en plus, va lui permettre justement de continuer avec, genre, il veut trouver son héros, en réalité, trouver son... Moi, de ce que je comprends quand on entend... Stardust. On a toute notre manière de vouloir comprendre les messages. Moi, quand j'entends Stardust dire « Je veux trouver mon héros Mhm. j'entends pas, genre, quelqu'un qui va le sauver ou quoi que ce soit. J'entends c'est le arc villain, et pour être un arc villain, il a besoin d'un héros contre lui. Donc, il cherche son nemesis. Voilà. Moi, c'est ça que j'entends. Moi, c'est ça que je comprends. Donc, comme il a besoin d'une autre victoire pour vraiment avoir continué avec cet engrenage-là. Après ça, on peut mettre l'engrenage avec des rivalités, avec d'autres mid-Carter qui en ont besoin eux aussi, puis continuer à pousser Stardust dans la bonne direction. Eh bien, mesdames, messieurs, on est rendu à notre seconde contradiction. Moi, je dis que ça va être Neville puis Stephen Amell qui vont gagner le combat justement pour justement parce que ça c'est comme une attraction, puis une attraction ça n'a pas tant d'importance que ça, même si ça va quand même avoir un effet sur la carrière des trois gars, c'est sûr, mais c'est quand même aussi le fait que tu sais il va donner ça c'est le combat bonbon, un combat bonbon, puis ça tu mets le bon over pour vraiment comme à fond pousser ton bonbon. Ouais. La seule chose que j'ai pas aimé dans le développement, c'est sérieusement là, il y a 2 semaines quand que genre, justement Amel a demandé à avoir le match et que t'avais Triple H à côté qui faisait son méga prétentieux. Mais vraiment, c'était genre, ça n'était horrible là, de le voir faire comme dire à Amel, t'es juste un acteur, t'es une merde, tu vaux rien. Je suis comme ta gueule, là, Triple H. Dans la vie réelle, il te casse la gueule s'il veut. Là. C'est come on, là. Genre, t'as même pas un stun double pour ton match, tout le kit. Je suis comme, gars, Chris. Là. Triple H, descends un petit peu de tes grands chevaux, mon cher, là. Anyway, on est tout écœurés de cette attitude de merde-là que t'as. Donc, non, honnêtement, là, c'est le seul moment que j'ai trouvé désagréable de ce build-up-là. Mais Triple H aime ça, être la vedette. Là. Il est là pour ça. Il est là pour voler sur la tête du plus de monde possible. Là. Ah, ben, désolé. Ça a toujours été sa game. Ah, ben, désolé, Triple H, mais ta game, ça a toujours été outdated, mon cher. Fait que toi tu dis Stardust et King Barrett, moi je dis Amel et Neville gagnent le combat. On va voir ça dimanche, qui a raison. Et maintenant, on parle du combat, un autre combat qui me fait grogner de rage. Ben, peut-être pas de rage, qui me fait grogner quand même un peu. Randy Orton contre Sheamus. Ça fait combien de fois qu'on les voit lutter l'un contre l'autre ensemble? Attends un petit peu. On va exclure Raw on va exclure les Raw et les SmackDown là. 11, 12, 14, 13. Je l'ai trop. Ah, ok, parfait, c'est ça que je me disais. Je t'ai rendu à trop, fait que ok, ça c'est effectivement c'était la bonne réponse, c'est le chiffre qui démontre le nombre de combats qu'il y a eu entre Randy Orton et Sheamus. Trop. C'est parce que là, un moment donné, ça donne quoi? Surtout que c'est toujours Randy Orton qui gagne. Là, tu sais que c'est Sheamus qui va gagner parce que Randy Orton a fucking gagné les autres combats d'avant. Puis là, on va écrire les Raw et les SmackDown. Avec les Raw et les SmackDown, Randy Orton a dominé la rivalité entre Sheamus puis Randy Orton. Moi, mon vrai problème, honnêtement, avec ce match-là, c'est qu'il n'y a pas de stipulation. C'est juste ça. Parce qu'on n'a pas eu de match de stipulation entre les deux encore. Et ça aurait pas été dur de faire tout simplement build-up de Orton a gagné, Orton veut avoir la mallette, et voilà, genre. Et un match, genre, pour la mallette est en jeu. Puis en plus, ça aurait donné une raison à Sheamus de gagner, autre que, ben, Orton a gagné tous les autres matchs, fait qu'on va faire gagner Sheamus. Ben, c'est quasiment ça le problème de ce combat-là. L'intérêt n'y est plus parce que, les deux ont déjà tout montré ce qu'ils avaient à montrer. C'est la même histoire avec Kevin Owens puis John Cena, sauf que là tu le sais d'aplomb que les deux vont pas montrer grand chose. Là, Orton il fait juste ses focus sur les RKO là, il
il fait de moins en moins de choses, Randy Orton, présentement, là. Il paraît en chien, puis même aussi, Sheamus, en réalité, ils paraissent un peu, je veux dire, ok, il travaille plus, ça fout le remarque bien avec l'histoire de son look, puis Are you not entertained? voilà, il fait ça de plus en plus souvent, là. Ok, fait que pour ça, chapeau, mais ça change pas le fait que on parlait de ça aussi série tantôt, on en parlait avec les Primetime Players contre le Matadores, les Lucha Dragon et le New Day. Et ben Randy Orton et Sheamus tombent dans cette catégorie-là, dans cette catégorie de l'intérêt est vraiment minime. Tantôt, avec Primetime Player puis New Day, on parlait justement d'une sauce étirée. Avec Randy Orton puis Sheamus, là, on parle d'une sauce brûlée. Oh wow! Oh wow! Mais peut-être qu'ils vont donner un bon match, mais ils vont donner. Je m'attends pas à un match mauvais, là. C'est pas ça la question. Ils ont donné un bon show à Battleground. Ils vont encore donner un bon show là. C'est pas ça la question. La question, c'est juste. Un fan de lutte, fan de lutte casuel aime bien quelque chose de neuf, aime bien quelque chose de nouveau, et qu'est-ce qui arrive le prochain combat, ça va être quelque chose dans cette catégorie-là. C'est malheureusement pas Randy Orton et Sheamus qui va donner ça. Et en tout cas, moi à cause de ce que j'ai expliqué, je mettais ma décision que c'est Sheamus qui va gagner le combat. Surtout c'est lui qui a le plus de besoin de la victoire, considérant que, tu sais, c'est quand même monsieur fucking Money in the Bank. Exact. Totalement. Je peux juste aller dans la même direction que toi. Et comme je dis, la seule chose qui me déçoit vraiment avec ce match-là, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de stipulation. Il aurait dû avoir une stipulation à ce match-là. Mais lui, c'est trop évident que c'était pour être Sheamus à cause des éléments qu'on a nommés, et aussi le fait qu'il était Money in the Bank. Faut bien qu'on fasse en sorte que monsieur Money in the Bank soit une menace. Là, c'est temps à Sheamus de gagner son combat. Oui, mais comme je dis, je veux dire, on le sait que c'est pour ça. Si au moins il aurait essayé de le camoufler avec une stipulation, ça aurait été moins pire. Ça aurait été plus attirant, mais non. En tout cas, Kevin Owens contre Cesaro, ça c'est l'autre combat que justement on parlait de quelque chose qui fait pour neuf et qui quand même, qu'on le veuille ou pas, ou plutôt que quand je dis qu'on le veuille pas, c'est plus la WWE veulent ou pas, c'est une des attractions les plus attendues de SummerSlam, et la feud a quand même commencé suivant Battleground. Plus t'as le phénomène ce sont deux lutteurs que les fans plus éduqués avaient hâte qu'il se passe, et ça va se passer à SummerSlam. Je peux te garantir que c'était une idée de Triple H, Kevin Owens contre Cesaro. Probablement. Mais je tiens à te corriger, ça vient d'avant Battleground, parce que justement, il y avait eu Cesaro qui était venu pour prendre l'Open Challenge à Cena, et justement, Owens avait intervenu pour empêcher Cesaro de gagner. Et ça l'avait déjà commencé à ce moment-là à sentir la soupe chaude entre les deux. Mais plus formellement, c'était suivant Battleground, pareil. Oh, ça c'est sûr. C'est ça, mais t'as raison. Fait que ça veut dire que la feud, l'intérêt de la rivalité Owens-Cesaro date effectivement, dans ce cas-là, même d'un petit peu avant Battleground, et c'est un des combats qui est le plus parlé. Je veux dire, after, on a une Cesaro section. La WWE ne peut plus ignorer la popularité de Cesaro. Vince McMahon ne peut plus arriver et dire que ce qu'attire un public de lutte, c'est tout sauf la lutte, c'est encore la lutte. Effectivement, mais moi ce que j'aime surtout de ce match-là, c'est drôle à dire, mais c'est que non seulement tout ce que tu viens de dire est vrai, mais en plus, et c'est peut-être pas nécessairement voulu de la part de la WWE, mais non seulement ce match-là va être un classique au niveau de la lutte, il est un classique au niveau du build-up, mais en plus, il est un classique sur un autre point. Et c'est ce point-là étant un point pour lequel CM Punk s'est battu et rebattu pour essayer de faire rentrer dans la tête de Triple H et Vince McMahon que c'était un point important dans le monde de la lutte. Pour tes gros événements, tu veux ton top face du moment contre ton top heel du moment. Et c'est ce qu'on a là, pour une fois.
Parce que Ouais. Cesaro, comme tu parles, avec sa Cesaro section, et en plus, merci d'avoir utilisé ça à ce prix. De Ça quoi? fait tellement de fois que la WWE crache sur des trucs de ce type-là, et ça prend tout, mais tout pour que la compagnie finisse par faire ah ok ben oui mais c'est intéressant finalement que la foule à l'embarque autant. Ça a pris combien de Ah temps bon? avec vraiment le mouvement à Daniel Bryan devienne vraiment le Yes Movement puis qu'on en parle comme tel. Ça a pris une Quasiment un an. éternité. C'est quasiment Ça a un an. Parce que WWE parce que WWE veulent faire ce que eux appellent du damage control. Ils veulent, eux, ok. Si un fan leur dit, moi je veux que ce soit Daniel Bryan qui soit en avant-plan, qui soit ton poster boy, là eux vont dire, non, mon petit garçon, tu veux Randy Orton? Non, moi je veux Daniel Bryan. Non, mon petit garçon, tu veux Randy Orton et non Daniel Bryan. Non, je veux Daniel Bryan. Fuck you, tu veux Randy Orton. C'est hyper agressif comme ça. C'est pour ça que aussi l'intérêt d'acheter leurs produits, l'intérêt d'aller aux événements maison a diminué. C'est pour une mauvaise attitude de ce genre-là. Et non seulement il y a ça, mais en plus, ce que j'aime beaucoup avec ce qui se passe avec Cesaro, c'est que ça prouve une chose, ce qui se passe présentement. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais ça a été vrai à plusieurs moments dans les dernières années. Le pouvoir des mots. Parce que, en réalité, Cesaro Section, c'est quoi? C'est une feuille blanche écrit Cesaro Section dessus. Ouais. C'est pas comme si c'était quelque chose de hyper pensé et hyper songé. Le gars qui a voulu faire ça, il a imprimé 1000 copies d'un message qu'il a écrit sur Word. Bam! Cesaro Section. Il les a distribués et bam! Ça l'a pogné. Et ça, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour faire embarquer une foule avec quelque chose. Il suffit d'être original. Mais simple en même temps. Effectivement. Une autre preuve, la fameuse Suplex City. Ça a été le premier moment ever où est-ce que vraiment la foule a embarqué avec quelque chose pendant que Lesnar était sur le ring. Ouais. Ça l'a donné quelque chose à Lesnar. Et non seulement ça l'a donné quelque chose à Lesnar, mais c'est encore... Aujourd'hui, on en parle encore, puis Paul Heyman, aujourd'hui, utilise ça. Parce que même Paul Heyman a fini par faire... Non, mais c'est parce que Suplex City, là, c'est vraiment big, cette histoire-là. Là. Puis a fini par en faire toute une histoire, Paul Heyman, de dire que le maire de Suplex City, c'est Brock Lesnar, c'en est le dieu, le 11e commandement, puis tout. Il en a fait quelque chose d'hyper big. Et pourtant, c'est quoi? Et pourtant, c'est quoi? C'est une phrase qui s'est lancée random dans un match. C'est pas tant que c'est random. T'as raison de dire que c'est pas... c'était pas quelque chose qui était calculé. C'est quelque chose que, justement, mot-clé, spontané. Mais encore là, c'est quoi le Austin 316? C'était quoi? Donc, c'est un affaire qui était spontané. Fait que c'est pour ça aussi. C'était original. C'était songer, mais sans être vraiment comme mis sur papier et tout. Parce que City, c'était spur of the moment. Exact. Parce que les gens chialaient sur le fait que Brock Lesnar fait juste des souplesses, puis après il attend 2 minutes pour faire son prochain move, puis c'est notre souplesse. Suplex City, bitch! Et voilà, ça a créé un phénomène. Et c'est ça. Puis tu parlais de Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin avait déjà une idée qui se développait dans sa tête. Et il n'y avait pas nécessairement vraiment les mots exacts ou vraiment... Mais il y avait quelque chose en tête. Et de là, il a décidé, sur le coup, quand il est devenu King of the Ring, a décidé de faire ce speech-là, de dire que John 316 avait dit ça. Ben, Austin 316 says I just whipped your ass. Voilà. Et ça l'a pogné. Donc, c'est tout simplement de dire, il suffit pas de se casser la tête, il suffit tout simplement de trouver la bonne chose à dire au bon moment. Et, comme je dis,
Cesaro Section, c'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est beau. Parce que maintenant, comme on dit depuis tout à l'heure, on ne peut plus ignorer Cesaro grâce à ça. Mais aussi, on s'entend aussi que Kevin Owens contre Cesaro, c'est également pour carrément attirer le public de la Ring of Honor puis de faire sauter le public de la Ring of Honor à la WWE. Oh, oui, ça c'est clair. Parce qu'on s'entend, les deux, c'est ces deux anciens ROH, Kevin Owens en tant que Kevin Steen, Cesaro en tant que... Claudio Castiglione. C'est ça. Très compliqué à prononcer, mais bon, parce que genre, son nom de famille, j'ai quelque chose comme 6 syllabes, c'est assez fou. Castiglione, quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est le fun parce qu'en réalité, à ce moment-là, à la ROH, il était déjà The King of Uppercut. Donc, il a vraiment bien transgressé vers la WWE. La WWE, au début, voulait rien savoir. Il voulait pas lui laisser avoir cette image-là parce que c'était ce que t'étais à la ROH. On veut pas que les gens pensent que t'es ça, puis que tu viens d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus nier de toute manière. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, aujourd'hui, un lutteur ne peut plus arriver à la WWE et on fait « Oh tiens, un nouveau lutteur, je le connais pas lui. » Non, tout le monde sait très bien c'est qui le nouveau lutteur. On sait son background, on sait d'où il vient. Et en plus, soyons réalistes, le 3/4 du temps, c'est soit de la ROH, soit de la New Japan. C'est tout le temps des 3-4 ligues principales du monde. Donc, honnêtement, là, aujourd'hui, la WWE ne peut plus nier ces choses-là et c'est pourquoi Cesaro a été capable de revenir à ce qu'il était en tant que King of the Uppercut. La WWE s'ostine beaucoup à ça. C'est ça, gars. Malheureusement. Cesaro, présentement, rapporte combien, là? Il doit rapporter beaucoup. Puis là, en plus, j'espère qu'ils vont vraiment... Là, présentement, ils utilisent la Cesaro Section dans les speeches. J'espère que la prochaine étape, c'est qu'ils vont être assez intelligents pour en faire un chandail. C'est ce que selon moi, il va arriver. Ça va se vendre. Mais ils vont faire plein d'argent avec ça. On s'entend... Qui écrasent leur petit orgueil mal placé, là. De marde. Fassent. On s'entend aussi pour dire que Kevin Owens et Cesaro, ça va être un des combats de la soirée. Si c'est pas le combat de la soirée, ça va être dans le top 3 certain. Certain. Mais moi, honnêtement, je regarde le reste de la carte et je m'attends à ce que ce soit le match de la soirée. Moi, honnêtement, si mon étoile va sur ce match-là. Ah ouais? Moi, je pense que ça va être le match de la soirée. Alright. Mais cependant, Kevin Owens contre Cesaro. Là, la question qui suit, qui va gagner? Honnêtement, c'est très difficile à répondre. Parce que Cesaro a tout un momentum et Kevin Owens a besoin d'un momentum. C'est ça. Donc, le fait dans le fond, c'est la guerre entre Triple H et Kevin Dunn. C'est ça. Exactement. Si Triple H a le dernier mot, c'est Kevin Owens. Si Kevin Dunn a le dernier mot, il s'en fout. Parce qu'il aime bien Cesaro, mais il en est pas fou non plus. Parce que Kevin Dunn, son but, c'est d'écraser Kevin Owens parce qu'il fait pas le modèle que la WWE recherche. Moi, je peux nommer plusieurs autres raisons pourquoi de pas faire confiance à Kevin Owens, mais encore là, tu l'as acheté pour faire mal à la Reign of Honor, puis en même temps, ben c'est pas une mauvaise chose de faire de Kevin Owens un gars riche. Au moins, il atteint son rêve, au moins il peut dire qu'il a atteint son rêve. Pour le reste, pour le reste, la seule l'avenir le dira. Mais effectivement, Kevin Owens contre Cesaro, my God. Ça va être un excellent match. Mon Dieu. Match de la soirée. Oui. Puis tiens, les gens ne le voient pas, là, mais là, je ramasse n'importe quoi. Puis tiens, écriture, c'est Cesaro, puis l'autre bord, c'est Kevin Owens. Attends, mesdames et messieurs, je sais ça va être un match draw parce que je le trouve plus. mesdames et messieurs, le live là, je viens de voir Richard Adam gagner en train de jouer, de tirer à pile ou face tellement que c'est dur de dire qui va gagner entre Cesaro puis Kevin Owens. Kevin Owens. Moi, je dis Kevin Owens. Ou plutôt l'épingle à peigne, disait Kevin Owens.
Mais Donc, moi, honnêtement, je sais tellement pas que j'ai pas le choix de faire ça. Fait que Kevin Owens. moi, j'ai goût de voir Cesaro gagner, fait que je vais aller pour Cesaro. Hey, merci les Galingue, tu nous as fait mettre en un contre un. Yay! Ben, écoute, c'est quand même le troisième combo, c'est qu'on a une opinion différente, fait que c'est pas trop pire. C'est ça. Comme je dis, c'est garanti que ce match-là va être un match incroyable. Ça Ouais. va. Kevin Owens est capable de manger la volée que Cesaro peut donner. Et Kevin Owens va être capable de faire manger les bumps qu'il veut donner à Cesaro. Ouais. Les deux sont juste, ça va être un match juste wow. C'est à ce moment-là, honnêtement, c'est avec ce match-là qu'on va vraiment oublier les déboires des deux derniers combats entre Kevin et Cena, qui étaient du réchauffé, du pareil au même. Là, on va vraiment voir que Kevin Owens, c'est parce qu'il était contre Cena que ça l'a donné des matchs vraiment bof, à part le premier match de la rivalité. Ouais. Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Comme je dis, Kevin Owens, de son côté, aurait besoin d'une victoire parce que ça fait 2 pay-per-view de suite qu'il perd, en plus contre Cena. De l'autre côté, t'as Cesaro qui a tout un momentum présentement et qui non seulement a un momentum au niveau de la foule, mais en plus avec toute son histoire qui se passe avec son collègue, voyons, Tyson Kidd. Tyson Kidd. Ça vient chercher des émotions, ça vient chercher plein de choses. Donc honnêtement, c'est tellement difficile de dire qui va gagner. Ouais. Comme tu dis, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Celui qui va gagner, ben c'est celui qui va avoir le dernier mot en arrière. Ça va-tu être Triple H, ça va-tu être Vince McMahon, ça va-tu être Kevin Dunn? On sait pas. Il y a juste le soir même qu'on va le savoir. Mm. Mais j'y vais avec Kevin Owens. Fait que prochain combat, mesdames et messieurs. Bray Wyatt et Luke Harper sans Eric Rowan versus Dean Ambrose et Roman Reigns sans Sting. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant un très bon moment, c'était peut-être un 3 contre 3 qui aurait été écœurant. Mais Eric Rowan étant blessé, la WWE a manqué la chance d'utiliser Sting, qui, selon les dires, est monstrueusement en forme et prêt prêt à y aller puis à se donner à fond pour un combat de lutte. Mais la WWE a dit non, reste chez vous. C'est qui nous donne maintenant Bray Wyatt et Luke Harper contre Dean Ambrose et Roman Reigns, qui dans le fond est une version, si on veut, réduite de l'ancienne rivalité entre la famille Wyatt puis The Shield. Mais ça change pas le fait que ça prête à un bon combat. Je veux dire, écoute, c'est ceux qui ont vu Raw ont vu que Roman Reigns contre Luke Harper, ça a quand même donné un match qui était d'abord lent au début, mais qui a brassé. Et il y a eu des très belles passes. Effectivement. Il y a un très beau potentiel dans ce match-là. Ça va être très, très bon, c'est sûr et certain. Moi, je mets un bémol à, ils disent Sting reste chez vous. Je suis pas prêt à dire ça. Moi, je serais pas nécessairement 100% surpris qu'il y ait une intervention ou quoi que ce soit, qu'il se passe quelque chose avec Sting à la fin de ce match-là. J'aimerais beaucoup que ton histoire prenne forme. J'aimerais beaucoup que ton histoire, c'est que Wyatt s'en irait en rivalité contre Sting, prenne forme. Ça serait malade parce que pour travailler avec Bray Wyatt présentement, il n'y a pas mieux que Sting. Parce que Sting, c'est le personnage que la foule veut voir le plus devant la caméra. Et honnêtement, tu sais peut-être son nom derrière le masque de Sting. J'oublie tout le temps son nom personnellement. Steve Borden. C'est ça. Steve Borden, on s'entend, s'il y a quelqu'un qui, encore aujourd'hui, et il l'a fait toute sa carrière, est capable de vraiment bien raconter une histoire et de bien développer les choses de la bonne manière, comme les choses se développaient dans le passé, c'est bien lui. C'est l'adversaire parfait pour Bray Wyatt. Ils vont pouvoir construire de quoi d'hyper lugubre et d'hyper... Ça va être monstrueux. Ça va tellement être hot. Puis ça va continuer à donner des bons pushs à Bray Wyatt, qui va avoir eu une année en réalité de fou si vraiment ça arrive. On s'entend, il va avoir eu Undertaker et Sting. Même s'il perdrait contre Sting aussi,
on peut pas nier le fait que Bray Wyatt est quelqu'un d'important à partir de ce moment-là. Oui. Donc, mais pour continuer avec le match, comme je dis, je m'attends à quelque chose de très solide. Bray Wyatt est capable de donner des bons matchs avec n'importe qui. Luke Harper travaille très bien avec Dean Ambrose. Roman Reigns est en train de devenir de mieux en mieux. Dean Ambrose, c'est Dean Ambrose. Honnêtement, puis le build-up a été écœurant depuis le début qu'on parle de la famille, du concept de la famille. Dès la rivalité de Roman Reigns et Bray Wyatt, on parlait de ça. Et on continue encore à en parler avec la famille Wyatt contre les frères de sang, qu'on peut quasiment les appeler, étant Reigns et Ambrose. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont buildé le combat comme étant une histoire de famille qui doit se terminer, là. Exact. Donc, c'est hyper agréable. Honnêtement, je m'attends vraiment à quelque chose d'hyper intéressant. Et je m'attends quand même au niveau histoire, si je peux dire ça comme ça, au niveau que le match va raconter quelque chose. Je m'attends à ce que ce match-là soit le match de la soirée au niveau de l'histoire. Crois-tu que leur rivalité va également être servie pour Survivor Series? Ça sera pas là un bon moment pour de deux choses. Qu'Eric Rowan revienne, on va dire qu'Eric Rowan soit prêt pour Survivor Series, et qui sait, peut-être va-t-on avoir un nouveau membre des Wyatt pour l'occasion? J'adorerais voir Adam Rose avec les Wyatt en tant que son vieux personnage. Leo Kruger? Oui. Ça serait vraiment cool. Honnêtement, le seul hic présentement, c'est que Vince est en crisse après lui parce que justement, il a trop teasé la chose sur son Twitter. Puis il a parti un peu un mouvement de genre « We want Kruger back » puis tout le kit. Ok, mais c'est correct si Zack Ryder le fait. Puis qu'en plus de ça, il vole son idée pis son concept. Mais si Leo Kruger qui veut aussi de se démarquer, c'est pas correct. Bon, ça c'est l'histoire de tout ça, là. Ça a toujours été comme ça. Yes. Mais c'est ça. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment beaucoup voir le Kruger avec les Wyatt. Il pourrait vraiment faire de quoi d'hyper intéressant avec ça. Et sinon, il y aurait qui tu voirais, toi, comme 5e membre, si, mettons, on verrait un Survivor Series, là? Non, mais moi, je vois plus 4 pour l'instant. 4 contre 4. Okay. Mais c'est 5 contre 5 Survivor Series d'habitude, donc. C'est entre 5 contre 5 ou 4 contre 4. Ça dépend. Ouais. Ça dépend des années. À l'origine, c'était 4 contre 4. Je sais qu'en 94, c'était des 5 contre 5. Je me rappelle bien, parce que avant Survivor Series, il y a même déjà eu un 6 contre 6. Ouais. Oui, effectivement. C'était Team WWE contre Team NXT qui était Nexus, si je me trompe pas. Je pense que tu as raison. Ouais, je pense que tu as raison. Donc, on va voir. Pour conclure avec ce match-là, comme je dis, je m'attends à un match très solide au niveau des deux équipes. Je m'attends à un match qui va raconter toute une histoire, à l'image de ce que le match précédent entre Reigns et Wyatt a offert. Ouais. Au niveau de qui va gagner, ouais, toi, tu dis moi, je m'attends à une victoire de Roman Reigns et Dean Ambrose. Moi aussi, parce que c'est... Moi aussi, parce que Bray Wyatt a gagné la plupart de ses combats. Mais pas juste ça, c'est aussi le fait que faut qu'il y ait un comeback pour provoquer peut-être justement le retour éventuel d'Eric Rowan. Pour arriver et dire, vous avez gagné parce que vous avez gagné parce qu'il en manquait un des nôtres, puis vous, votre troisième, l'un des vôtres, vous êtes trahi de tout le monde, fait que vous êtes dans la merde. Mm-hmm. Mais pour finir cette histoire-là, ben, là, on va être en famille complète. Pis c'est là que tu peux avoir des surprises là, pour du côté des faces. Oui, effectivement. On verra la suite des choses, mais ça, on est d'accord là-dessus. On s'attend à une victoire des faces. Ouais. Maintenant, un autre combat au même niveau que Randy Orton vs Sheamus, au même niveau que le combat pour le championnat par équipe. J'entends tellement d'en parler. Ryback défense à ceinture contre Big Show contre The Miz.
Next! Oui, regardez, on va honnêtement dire, Big Show, j'aime bien son talent, mais il sera pas mis en valeur aucunement surtout pas contre The Miz. Ryback, pas tant que ça. The Miz, gars, je préfère voir X-Pac en train de fourrer China que de voir The Miz. Oui, I fucking went there parce que The Miz m'emmerde à ce point-là. Je préfère voir Mae Young contre Trish Stratus que The Miz. On va y aller court. Mesdames et messieurs, je tiens à dire que Richard Gagné retient ses rires de mon analogie très 3X il y a même pas une très minute. Horrible. Et très horrible. Donc, et surtout très horrible, oui. C'était ça le but, parce que même ça, c'est moins horrible que Ryback versus Big Show versus The Miz. Moi, honnêtement, ce match-là, je m'attends à rien de spécial. C'est un match qui aurait dû arriver il y a un mois, qui n'a pas eu lieu à cause de la blessure de Ryback. Je ne vois pas pourquoi faire perdre la ceinture à Ryback. Ryback va gagner. Next. Ryback va gagner. Next. À moins que toi, t'aies une autre opinion. Non. Je veux déjà m'en débattre de ce match-là, fait que je préfère, rendu là, honnêtement, pas plus parler de Seth Rollins contre John Cena, winner takes all. Comme on parlait au début du show, un match qui malheureusement, dû à la blessure de Cena, a eu un développement un peu spécial. Au dire, je sais pas si aujourd'hui il y a eu des modifications sur ces dires-là, mais au dire de Triple H, il y avait encore des flous au niveau de est-ce que Cena va être là, est-ce qu'il va être prêt. Donc je sais pas si aujourd'hui il y a eu une conclusion et de vraiment dire ce match-là va avoir lieu. Ouais, on va le dire, le match va avoir lieu. Puis ça, fallait s'y attendre de se dire que le match va avoir lieu. Je veux dire, John Cena, tu lui dis, ça va te prendre genre 4-5 mois avant de récupérer. Je suis là 2 mois plus tard. Effectivement, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ce match-là, je m'attends à un match quand même très intéressant. Même si c'est du réchauffé, ça fait quand même un certain moment qu'on les a pas vus ensemble dans la game. Donc, et en plus, là, vu le build-up spécial, on n'en a pas, il n'y a pas eu justement de sauce étirée durant le dernier mois, parce qu'il y a eu un match où est-ce que justement, Cena s'est fait briser le nez, et après ça, genre, on a eu un mois qu'on n'a même pas vu Cena. Donc, encore là, on n'a pas eu le temps de trop s'écœurer de la chose, tu sais. Donc, moi, je pense que Cena va être capable de faire quelque chose de bien. Il vient de construire quand même quelque chose de très positif avec Kevin Owens. Mm-hmm. Ça lui a permis de vraiment démontrer que il était encore solide, il était encore capable, puis il était game surtout de manger certaines choses qu'on aurait cru que Cena voudrait jamais manger. Seth Rollins, clairement, présentement, est au sommet. Avec en plus le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont profité au maximum de l'accident. Et de dire qu'en réalité, c'était voulu, puis que alors Seth Rollins, c'est un gros méchant qui blesse les gens. Enfin, Seth Rollins a une personnalité, merci. Donc, honnêtement, je m'attends quand même à quelque chose de positif. Pour ce qui est de la victoire, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, honnêtement, je pense en tout cas. Mais probablement pas pour les mêmes raisons. Donc, moi, je dis Seth Rollins. Moi, ce que j'ai peur, moi, je dis John Cena parce que moi, je dis que c'est John Cena parce que quand je peux te dire ça, je veux pas voir John Cena. Je veux aussi que ce soit Seth Rollins qui gagne le combat pour enfin établir comme du bon Seth Rollins. Mais c'est parce que établir Seth Rollins, il aurait dû faire ça à partir de après WrestleMania, pas à partir de SummerSlam. Parce que son règne de champion, c'est pas un règne de champion qui est très très fort et c'est une honte. C'est quasiment scandaleux même, je dirais, parce que c'est parce que quand je peux te dire ça, c'est comme tu sais, en tout et partout, leur meilleur lutteur, ils en font une merde avec. Oui, mais ce qui est réchauffé avec Seth Rollins, c'est que c'est carrément la même gimmick qu'Edge. Ça, je peux pas le nier. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Quand même plus fendant que Edge, par contre. Moi, je trouve.
Moi, je trouve que Seth Rollins est quand même bien plus fort. Non, c'est le même niveau, mais c'est juste que les simagrées sont différentes. Ça se peut. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est différent, parce que les simagrées sont différents, mais au résultat près, c'est la même fucking chose. Pis c'est dommage, parce que Seth Rollins, tu le sais, qu'il est mieux, il est mieux que ça. C'est sûr. C'est totalement vrai ce que tu dis. Fait que, moi, c'est plus parce que j'ai une crainte. Moi, je pense que John Cena va parce que c'est le gagnant prend tout. Mm-hmm. Ça va être John Cena pour qu'enfin il puisse délaisser la ceinture US pour qu'on ait un nouveau champion US ailleurs. C'est quoi l'intérêt de donner la ceinture US à Seth Rollins? Quoi que ce serait écœurant, au moins d'un point de vue booking out of the box, dans la mesure où c'est que, comme j'ai dit, Seth Rollins a actuellement beaucoup à gagner dans ce combat-là. John Cena, moins. Et ce serait un meilleur investissement, ce serait que Seth Rollins gagne. Mais à court terme. Et même à long terme, en réalité, si on lui donne la chance, puis Seth Rollins ne prouve maintes fois qui, comme CM Punk, il est ce qu'il dit être. Le futur, le présent dans le futur. Après ça, c'est quoi la mise sur la rétribution de John Cena? Moi, mon opinion est simple. Là, tu parles de Seth Rollins comme étant, disons-le comme ça, un peu mal buildé depuis WrestleMania. Je trouve qu'il est effectivement très mal buildé depuis WrestleMania, que c'est très dommage. Au lieu s'il pouvait le faire au moins large, que moi il y avait quelque chose à prouver, mais que lui-même avait le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. Non, il y a de l'air d'un enfant de 14 ans que ses parents dans ce cas-là symbolique, Triple H et Stephanie McMahon vont lui dire veulent le protéger, finalement ils veulent plus le protéger. C'est genre regarde, Seth Rollins, c'est le champion. C'est supposé d'être un homme. Moi, comme je disais tout à l'heure, donc en gros, depuis, dans le fond, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que toi, tu trouves qu'il a été mal buildé. Ouais. Je ne peux pas à 100% contredire ce dire-là, mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait pas une idée derrière la tête. On peut pas dire qu'il n'y avait pas une direction avec ce qu'il voulait faire. Et ce qu'on voulait faire, en gros, et ça date pas de WrestleMania, ça date d'avant. Ce qu'on veut faire, surtout en tant que heel de Seth Rollins, c'est un heel sans scrupules. Qu'il s'en contrefou de ce qu'il a à faire pour arriver à ses fins. Oui, mais pourquoi est-il insécure? Il est tellement insécure à rien. Tu veux-tu que je te le dise? Mon opinion. Oui. C'est mon opinion. Oui. C'est ma manière de voir les choses. Depuis le début, qu'on le dit, qu'on le redit, et qu'on le redit, Seth Rollins a été choisi par Triple H. Il a été choisi pour être le prochain à porter la WWE sur ses épaules. Et de plus en plus, au travers de son évolution, il s'identifie à Triple H, au point d'avoir saisi son finish. Il fait le pedigree. De là, si on prend qui était Triple H à travers les années, c'était un homme qui n'avait aucun scrupule, qu'il se foutait de ce qu'il avait à faire. La preuve, il a backstabé Randy Orton, son meilleur ami. Après ça, il a voulu faire la même chose avec Batista, etc. Shawn Michaels et voilà. C'est un homme sans scrupule. Ensuite, tu me parles, oui, mais pourquoi n'a-t-il pas confiance en lui? Est-ce que Triple H avait vraiment confiance en lui, si on prend le personnage? Il avait plus confiance quand même. Si on prend qu'est-ce que démontre Triple H, c'est il a moins confiance parce qu'il se rend compte que son plan va peut-être pas marcher. Mais ça prend du temps avant d'en arriver là. Quand même. Tandis que Seth Rollins, c'est la microseconde que ça fait pas son affaire. What are you talking about? What are you talking about? Ça le rabaisse en tant que personnage, ça le rabaisse en tant que champion. Ce n'est pas un bon investissement.
où je voulais en venir malgré tout avec ça, c'est le fait que, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Triple H n'était pas un lutteur qui avait confiance en lui. Pourquoi? Parce que, en fait, là, je reviens, c'est drôle à dire, je reviens à parler un peu, on en a parlé dans nos premiers épisodes, qu'il y avait eu un homme, je me rappelle plus de son nom, qui avait fait une vidéo qui expliquait pourquoi il aimait la lutte, etc., et qui avait pris Triple H et qu'il avait développé exactement du début de sa carrière jusqu'à la fin, qui était Triple H et tout. C'est So You Think Wrestling is Real. Exact. Et ça, c'est une chose qui a apporté et que je suis extrêmement d'accord et qui fit dans ce que je dis présentement. C'est-à-dire que Triple H n'a jamais eu confiance en lui. La preuve, c'est qu'il a toujours voulu s'entourer de personnes qui pouvaient l'apporter à son succès. De un. De deux, le moindrement où est-ce qu'il se sentait insécure, qu'il se sentait, est-ce que cette personne-là est en train de devenir meilleure que moi? Il voulait le détruire, il voulait le rabaisser, il voulait l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il manquait de confiance en lui. Il ne savait pas s'il était vraiment le meilleur. Et ainsi de suite. Le personnage de Triple H a été développé à travers ça. Même chose avec la rivalité avec Shawn Michaels. Genre, je suis le meilleur des deux. Il est revenu d'une blessure. Non, c'est pas vrai, je m'en fous, je vais l'éliminer. Je vais le détruire. C'est moi le meilleur, c'est moi l'avenir. Shawn Michaels, c'est le passé, il est fini. Même chose avec Undertaker. Mon ami Shawn Michaels, il a pas pu le faire. Ben, moi, je suis capable de le faire. C'est ça, Triple H, depuis le début. C'est un homme qui manque énormément de confiance en ses capacités. Et pour ça, il va s'entourer au maximum des bonnes personnes pour le surélever et faire en sorte qu'il va être le meilleur. Et il va essayer toujours de prouver qu'il est meilleur que ceux qui l'entourent. Et ça, c'est de là que je dis Seth Rollins de plus en plus s'en va dans ce développement-là. Et c'est ça le développement depuis le début. On recule juste à penser à ce que Seth Rollins a fait dès le début avec le bris de Shield. A osé backstabber ses frères. Ensuite, une fois que tout s'est développé, il a osé, pour ramener The Authority, s'attaquer à un homme qui était blessé, qui était en la personne de Edge, qui était fini. Il était prêt à le tuer, entre guillemets. Seth Rollins est un homme sans aucun scrupule. C'est le personnage qui se fait développer depuis le début. Et c'est de là que je dis, oui, le build-up de il est faible, il a toujours besoin d'aide. Je suis effectivement d'accord, c'est pas nécessairement le meilleur. Mais, au travers du build-up de ça, il y a toujours eu le but d'amener Rollins à être le prochain Triple H. Mais l'homme c'est sans quand même scrupule et qui manque de confiance en lui. Mais c'est quand même contradictoire. À WrestleMania, même chose. Il a voulu prouver qu'il était le meilleur. Il a eu aucun scrupule de s'intégrer avec le Money in the Bank dans le match. Et la preuve qu'encore une fois, en réalité, dans ce match-là, dans le build-up, il n'avait pas confiance en lui. Pourquoi? Il a pas essayé d'aller piner le champ. Il a profité de la situation pour piner le challenger. Il se foutait du champ. Il voulait s'en éloigner le plus possible. Et même le lendemain, même chose. Il a voulu s'éloigner le plus possible de Brock Lesnar. Encore une fois, il n'a pas confiance en ses capacités. Rivalité avec Randy Orton, aucun scrupule. Il ose dire à Orton, tu n'as pas le droit d'utiliser le RKO, et il bat Randy Orton avec ce même RKO. Ainsi de suite, rivalité par-dessus rivalité depuis le début. C'est dans cette direction-là qu'on envoie Seth Rollins, et ça, c'est bien buildé. Mm-hmm. C'est là que moi, je dis, oui, c'est pas nécessairement agréable de le voir agir en semi-bébé, c'est un peu trop, mais si on suit la ligne depuis le début... Triple H n'agissait pas en bébé. Non, c'est ça. C'est parce que... Seth Rollins, oui, c'est ça qui est énervant. Non, mais c'est ça que je dis. C'est sûr que ce côté-là, c'est désagréable. De là, Triple H essaye de le pousser à devenir un homme depuis plusieurs pay-per-view. Et le moindrement, on l'a vu à Raw il y a 2 semaines, le moindrement que Rollins a un écart de comportement, tout de suite, Triple H le ramène à l'ordre. C'est carrément Seth Rollins qui ose dire « Je m'en fous de ce que The Authority dit, je m'en fous de ce que vous autres vous dites, je me bats pas ce soir pour mon titre. » Triple H qui arrive et qui fait comme «
Je sais pas si tu as choisi les bons mots, là, mais tu sais, non, je pense que tu pas choisi les bons mots pour parler aujourd'hui. Puis qui a voulu le remettre à sa place en disant, non seulement tu vas défendre ton titre, mais tu vas le défendre ce soir contre un des trois qui veulent être le nouveau champion. That's it. C'est justement, c'est que là, on a besoin qu'il y ait une évolution, et cette évolution-là, en réalité, c'est quand même fait à travers les derniers mois. Au début, on s'entend, il était beaucoup plus bébé et beaucoup plus en nécessité de se faire aider. Mais plus l'évolution s'est faite, jusqu'en fait le point culminant où est-ce qu'on a pu dire, OK, Seth Rollins n'a plus nécessairement besoin d'aide, ça a été le TLC. Non, excuse-moi, le ladder TLC ou ladder match, je suis plus sûr. Parce que contre Dean Ambrose. Ladder match. Ladder match. Donc, que ce match-là, il l'a gagné seul, sans l'aide de personne. Et depuis ce temps-là, il y a eu Brock Lesnar, donc ça, il était un peu mal pris, il a fallu qu'il se faufile, il a fallu qu'il trouve un moyen. Et dans le build-up, on a dit, ben, gars, tu vas te faire sauver par Taker, c'était mauvais, mais, gars, c'est comme ça que ça marche, puis c'est tout. Donc, et encore là, on essaye encore une fois, avec John Cena. Il lui brise le nez, il n'a aucun scrupule. Dès la semaine suivante, il montre des images de Cena qui a le nez tout décrissé. Cette semaine, la semaine passée, excusez-moi, carrément, a fait comme s'il parlait à la place de John Cena. Le personnage dans cette direction-là continue à évoluer et ça va se terminer à un moment donné avec un match contre Triple H où il va vraiment gagner et faire « Je suis le nouveau Triple H, je suis meilleur que Triple H ». Et à partir de ce moment-là, vraiment, Seth Rollins va être parti sur une bonne lignée et là, à ce moment-là, on va pouvoir se permettre de lui enlever son titre. Mais sinon, d'ici là, Seth Rollins ne perdra pas son titre. Il va gagner ce titre-là, et non seulement il va gagner ce titre-là, je tiens à spécifier que, si je ne me trompe pas, le prochain pay-per-view, comme j'ai spécifié tout à l'heure, c'est Night of Champions, le soir où tous les titres doivent se défendre. Donc, Seth Rollins va se faire pousser par Triple H à se battre 2 fois. À cause qu'il y aurait également le titre US. Exactement. Mais il y a également la règle qui, arbitrairement, des fois, il l'utilise ou l'utilise pas, que un lutteur ne peut pas avoir 2 championnats en même temps. Ils l'utiliseront pas. C'est des fortes. Rentrer le feu, sûrement. Mais ça serait des idées quand même de sens. C'est ça. Puis à ce moment-là, Rollins va défendre son titre US. Son titre US, il va le délaisser littéralement. Selon moi, il va volontairement quasiment le redonner. Il va s'en foutre parce que lui, pour l'important, c'est d'être World Champion. Puis c'est au match de World Championship qu'il va vraiment se donner puis se défendre. Donc, en tout cas, moi, je continue à dire Seth Rollins va gagner et ça va vraiment permettre justement à Rollins d'avoir une victoire importante lors d'un pay-per-view important. Et mon dernier argument, l'argument principal en réalité, est-ce que tu savais que John Cena a plus de défaites que de victoires à SummerSlam? Non seulement ça, il a perdu 3 ou 4 de ses derniers matchs. Il a perdu contre Brock Lesnar l'année dernière. Il a perdu contre Daniel Bryan l'année d'avant. Il a perdu contre CM Punk l'année d'avant. Puis il a perdu contre Batista il y a une autre année. Exact. John Cena, il y a quelque chose qu'on veut apporter avec John Cena. Un jour ou l'autre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un développement avec ça et on va en parler plus précisément. Mais John Cena, SummerSlam, c'est sa bête noire. Comme pour les combats hardcore, les matchs de table, c'est sa bête noire. Exact. Donc, de là, je m'attends pas à ce que Cena gagne parce que justement, on va continuer dans cette symbolique-là de dire Cena, SummerSlam, ça marche pas. J'aime essayer quand même que moi, je me dis, je veux pas qu'il soit le gagnant, mais je m'attends à ce que John Cena soit le gagnant. Parce que ils ont quand je peux te dire ça, c'est vrai que ce serait trop tôt encore pour John d'égaliser le titre, le même nombre de titres de championnat que Ric Flair. Mais je pense que c'est ça le but, c'est que John surpasse le nombre de World Championship qu'il a gagné contre
nombre de championnats mondial, je pense que WWE, leur plan, c'est de faire en sorte que John surpasse Ric Flair. Non, Malheureusement. ça va arriver, mais Malheureusement. Cena, non, malheureusement ou pas, si c'est pas Cena, c'est Orton. Donc, c'est sûr que ce nombre de titres mondial-là ne durera pas. Selon C'est Cena moi, ou Orton, Orton. non, parce que c'est pas d'être parti pour ça. Il est rendu à 12. Il a 10. 34 ans. Il en faut juste 4 de plus puis il égalise Ric Flair. C'est pas beaucoup. Non, vraiment pas. Donc, en plus, aujourd'hui, on s'entend, les titres, les règnes, là, on a une tendance dernièrement à avoir des règnes plus longs, ce qui est agréable. Oui, mon Dieu, Mais, merci. mais dernièrement, sinon, on n'avait pas une tendance dans cette direction-là. Un champion était champion 2, 3 mois, puis c'était fini. Mhm. Donc, Orton a encore amplement le temps d'égaliser. Moi, je pense que justement, au contraire, Cena va perdre parce que justement, ça va non seulement, comme je disais tout à l'heure, aller dans la direction de SummerSlam, c'est pas son événement, mais en plus, ils vont continuer à vouloir le distancer du titre de champion. C'est important qu'il se distance le plus possible de ce titre-là, parce que justement, on doit retarder l'inévitable, parce que c'est pas comme Cena, il restait 2 ans. Là. Cena, il reste encore, il y a quoi, là? Il est 38 dans la ans. quarantaine? Il y a 38 ans? 38 ans à peu près. OK. Donc, il lui reste encore, disons, là, au mieux 7 ans. Là. Donc, 7 ans, 2 règnes de champion, c'est très, très petit, là. On s'entend, là. C'est ça, ça serait d'être champion 2 fois sur, genre, dans 3,5 années, là, de différence. Donc, ça presse pas du tout, du tout. Puis je ne pense pas qu'on fasse de Cena le 25 fois champion non plus. Donc, honnêtement, moi, je pense que on va continuer à distancer Cena du titre de champion du monde. On va utiliser ce match-là à bon escient dans cette direction-là. Et puis, on verra ce qui va arriver avec Cena pour la suite. Hmm. On espère que on espère quand même que ceux qui ont le pouvoir de la plume ne vont pas rater l'opportunité de pousser Seth Rollins comme étant quelqu'un de quand même crédible et une menace crédible. On verra à SummerSlam. Exactement. Parce que et là, on vient à on en a parlé hier. Parce que oui, on discute, Richard et moi, des fois de choses au téléphone. Et hier, on a parlé juste en 40 minutes. On a pu faire un podcast avec notre conversation téléphonique. Mais dans le fond, ce qu'on a dit au téléphone, on le dit même ici présentement. Et là, ce qui était quand même une demi-heure hier, que j'espère que ce ne serait pas une demi-heure là, parce on s'approche déjà du 2 heures, c'est Brock Lesnar contre Undertaker. Next! C'est le main event! Je tiens à C'est dire ça! que c'est le fucking main event. Pour moi, le main event, c'est Seth Rollins contre John Cena, parce que t'as un enjeu. C'est pas la vengeance qui est l'enjeu, comme dans Brock Lesnar Undertaker. Pour venir à Seth Rollins, John Cena, c'est le gagnant prend tout. Là, Brock Lesnar versus Undertaker, c'est Undertaker va chercher à se rédempter de sa défaite à WrestleMania 30. Alors que tu sais que juste par ce billet-là, Taker va gagner contre Brock Lesnar pour venger sa victoire. C'est une histoire que Taker a participé depuis toujours, dans le fond. Exactement. Surtout que là, l'enjeu de son honneur de sa streak vient en ligne de compte que c'est qu'il y a eu beaucoup d'emphase sur ça, la vengeance. On a souvent vu Taker faire ça, parce que pour Vince McMahon, Taker doit avoir quand même le dernier mot éventuellement, et cet éventuellement se passera dimanche le 23 août. Mais c'est ça. Moi, Je m'attends pas à grand chose de ce match-là. Taker a quand même l'air plus en forme. J'ai pas vu Raw aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé entre les deux. Petite bisbille, that's it. C'est
Excusez-moi à la maison, c'est que moi j'ai bien de la misère avec ça comme main event. Je veux bien croire que c'est des gens qu'on va essayer de vous faire à croire que ce sont deux gros noms, mais Bah là, excuse. Taker, c'est un gros nom quand même. mais Lesnar. Non, c'est ça, je suis d'accord Puis même avec Lesnar, mais je Taker, suis pas d'accord avec Taker. même Taker, les gens commencent à être injustement écœurés, ou peut-être que peut-être que c'est juste leur justification pourquoi ils sont écœurés de Taker, du fait que comme au même titre que Lesnar, il arrive quand il veut, puis ensuite il repart, t'en entends plus parler. Les fans maintenant se sentent abandonnés par Taker. Quand Taker est venu pour interférer dans le combat entre Brock Lesnar contre Seth Rollins au dernier pay-per-view il y a 5 semaines, les gens commençaient à huer Taker. D'abord, les gens étaient contents d'avoir vu Taker, mais par ce biais-là, Lesnar a pas remporté le titre contre Seth Rollins. Les gens ont commencé à huer Taker, alors que oui, depuis Suplex City, puis encore une fois, juste à cause de Suplex City, Brock Lesnar c'est un face. Mais Taker, tu peux pas. Taker, c'est quand ça reste quand même un personnage sacré à la WWE. Puis maintenant, les gens ressentent de plus en plus l'impression que Taker a abandonné la WWE. Je peux comprendre que certaines personnes disent ça, mais on s'entend, je veux dire, c'est la première fois en combien d'années que Taker nous offre un deuxième match dans une année. Moi, honnêtement, je regarde ça et je vois ça d'un œil très simple. Ça sent la retraite. Non, ça sent la retraite, mais il aurait dû prendre sa retraite là, à peu près 2-3 ans. Là. Oui, mais il y avait encore... C'est pas très juste pour lui de dire ça, mais parce que quand tu es rendu que tu fais juste un combat par année, quoi tu fais un combat par année? Le fan de lutte veut te voir. Le fan de lutte veut te voir. Avant de prendre sa retraite, Taker devait perdre la streak de 1. C'est la première chose. Oui, mais pas Brock Lesnar. Oui, je sais. Surtout que là, mais c'était nécessaire. Il fallait que Taker perde sa streak. Oui, mais... Il ne pouvait pas partir invaincu à WrestleMania. Il devait avoir Pourquoi pas, en fait? Ça, c'est une affaire qui est quand même relativement sacrée. Maintenant, ben, les gens s'obstinent et je suis un peu de leur côté quand ils disent que tu touches pas à des affaires sacrées. Je veux dire, le saint graal de la lutte, c'est la streak de Taker. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que la streak de Taker, fallait que ça brisé. Mais pas Brock. Mais je répète depuis que ça s'est passé, pas Brock Lesnar. Tu sers de ça pour donner le flambeau à quelqu'un, puis builder un nouveau personnage qui en a besoin. Est-ce que Brock Lesnar en avait besoin? Zéro. Non, ça, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, là. Moi, personnellement, avant que Brock Lesnar affronte Taker, moi, celui que je voyais briser la streak, c'était Bray Wyatt. Je m'attendais à ce que Bray Wyatt, justement, pour le valoriser, pour lui donner un gros push, mais en même temps, je me disais, oui, mais si tu donnes ça à un nouveau, c'est un peu de dire que ce nouveau-là est déjà meilleur que ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est quand même risqué pour une carrière d'un nouveau de donner quelque chose comme ça. Donc, je savais pas trop exactement quoi penser. Je continue à penser que oui, Lesnar, c'était pas la personne pour. Je ne trouve pas qu'il y a aucun mérite et aucun... il y avait rien... He didn't deserve it. Non, alors. Genre... Donc, je comprends, oui. Lesnar n'avait pas gagné ça. Mais quand même... oui, Taker est devenu moins bon depuis plusieurs années. Tu dis, il aurait dû prendre sa retraite il y a 3 ans à peu près. Moi, comme je dis, Taker, il y avait des choses à faire avant de partir. De un, comme je dis, il devait perdre sa streak. De un. De deux, vu le personnage, il devait se venger. Parce que depuis le début, Undertaker a toujours été un personnage vengeur. C'est la plus grande caractéristique de Taker. Mm-hmm. C'est une action-réaction. Taker, tu lui infliges quelque chose, il y a une réaction, il y a quelque chose qui ressort de ça. Toujours. Et de là, justement, c'est un beau parallèle avec le personnage. Le personnage qui, justement, est immortel, est un mort-vivant.
un personnage qui renaît toujours de ses cendres. On pourrait dire un espèce de phénix en réalité. Mais c'est ça qui a toujours été avec la carrière de Taker et que j'ai toujours apprécié personnellement. C'est de voir comment Taker a toujours eu cette manière de raise from the dead. Toujours, et de toujours revenir avec quelque chose de mieux et de plus intéressant. Donc, comme je dis, Taker devait perdre sa streak, devait regagner le match. Donc là, effectivement, on est d'accord là-dessus. Taker va gagner contre Lesnar. J'ai hâte de voir comment. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver exactement. Et comme je dis, Taker a l'air plus en forme. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner exactement. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il est extrêmement agressif. Son regard est plein de tout ce que tu veux, beaucoup plus qu'on l'a jamais vu avant. Il y a vraiment le regard du tueur présentement. Et c'est drôle parce que les deux veulent vraiment s'entretuer. Donc, c'est vraiment agréable à voir. Non, mais ça donne un bon argument pour dire que c'est ça ton main event. Mais ensuite, t'as ça, puis pendant 4 semaines, t'as plus rien à part passer à Raw. C'est que dans le fond, il y a une querelle, mais je peux te dire que c'est pas aussi intense que après le post-Battleground. Exact. Fait que c'est genre, tu donnes tout d'un coup, mais faut quand même que tu maintiennes ton haleine jusqu'à SummerSlam, qui, je rappelle, ton main event, et finalement, t'arrives puis tu dis, c'est vrai, ça sonne beaucoup à, c'est vrai, on a un main event, puis c'est Brock Lesnar et Taker, c'est pas Seth Rollins contre John Cena. C'est comme ça que ça a été traité beaucoup. Effectivement, mais c'est ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver exactement avec ce match-là. Mais c'est ça. Puis, comme je dis, Taker, selon moi, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine qu'il prend sa retraite. Il lui reste encore des choses à faire avant de partir, dont un match contre Sting, j'en suis persuadé. Ce serait très le fun. Fait que maintenant, on est rendu enfin. Pourquoi je dis enfin? Parce qu'on approche vraiment du 2 heures. On est rendu vraiment à 1h50 d'enregistrement. Mesdames et messieurs, on est rendu à la conclusion. Alors, Richard Adam gagné. Juste avant de donner tes coordonnées, as-tu tes derniers mots pour SummerSlam? J'ai hâte de voir les matchs. Ils ont au minimum 50% de la carte qui est vraiment intéressante. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer. Si on va avoir des belles surprises de la part des matchs qu'on s'attend à rien, justement. Donc, moi, j'ai hâte de voir SummerSlam. Moi aussi, j'avoue que j'ai hâte de voir SummerSlam. J'ai hâte de voir SummerSlam pour le retour de Dolph Ziggler. Comment que le combat de filles va se débrouiller. Kevin Owens, Cesaro. Bray Wyatt, Harper, Dean Ambrose, Reigns aussi, j'ai hâte de voir ça. Seth Rollins, John Cena, j'ai hâte de voir la conclusion de ce combat-là. Randy Orton, Sheamus, on l'a dit, ça va brasser, mais ça va être réchauffé. Le tag team, c'est sans commentaire. Ah oui, Stephen Amell et Neville contre Stardust et King Barrett. Et aussi un combat que j'ai bien hâte de voir. Fait que moi, je te dirais, toi, tu dis c'est 50%, moi, je dis c'est quasiment 110-80% que j'ai quand même... 70%. Facilement 70% que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est juste que le 30%, c'est également... une grosse bête noire, c'est très extrême de mon côté, j'ai très hâte de voir ces combats-là, et les autres que j'ai pas hâte de voir, j'ai vraiment pas hâte de les voir. Fait que pour te rejoindre, quelles sont les façons? Comme à l'habituel, meilleure manière de me rejoindre, le compte Facebook de Entre quatre coins du ring, donc Facebook... vous recherchez entre 4, le chiffre 4, coin avec un S, pour me rejoindre plus personnellement, si vous ne voulez pas que mon ami Pierre-Luc lise vos petits mots d'amour pour lui. Hein? Vous m'envoyez ça en privé. Vous m'envoyez ça en privé sur mes comptes de Richard-Adam Gagné ou Damon Drake. Et toi, mon cher Espantoso? On peut me rejoindre par l'entremise de antythsa@yahoo.ca ou gmail.com. C'est moi qui gère le compte principal de courriel pour Entre quatre coins de ring qui
s'écrit comme suit, entre le chiffre 4 et coin avec un S à la fin, en un mot, @gmail.com. C'est également moi qui gère le compte Twitter et j'aimerais également profiter de ce temps pour dire que je vais m'occuper plus du Twitter, surtout en ce qui concerne les événements comme les pay-per-view, mais je songe également à quand je suis dans la mesure du possible, faire des tweets sur ce qui se passe à Raw ou à SmackDown ou à NXT. Où c'est que je veux en venir en ça, c'est que je vous invite à nous suivre sur Twitter à la même façon que le courriel, ce qui veut dire entre le chiffre 4 et coin en un mot. Tapez ça sur Twitter et vous allez pouvoir presser sur suivre, nous trouver et presser sur suivre pour suivre nos commentaires, en fait dans ce cas-là plus mes commentaires sur les prochains épisodes, sur nos opinions, sur mes opinions sur ce qui se passe lors des pay-per-view et des Raw et SmackDown. Fait que c'est un rendez-vous pour SummerSlam le 23 août où je vais être actif sur le Twitter. D'ici là, pour Hicham Adam Gani, ici Pierre-Luc Espantoso, il est temps qu'on aille se coucher, bâtard. Je viens de boucher Richard Adam Gagné. Je pense que j'ai fait ça quelque chose comme 3 ou 4 fois à ce soir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de voir Richard Adam boucher. Qui ne sait plus quoi dire parce que je dis des affaires auxquelles il ne s'attend pas. C'est un vrai plaisir. Non, je sais très bien quoi dire pour conclure cet épisode. Ah bon? Mais Next! Cet épisode de l'Entre quatre coins d'urine est présenté et commencé par Goldberg. Ou le Pepsi Next. Mais sur ce, revenez-nous la semaine prochaine pour notre retour sur SummerSlam qui risque d'être aussi long que ce podcast qui quand même a beaucoup d'arguments intéressants parce que on s'entend que SummerSlam malgré tout va être un événement très important à savoir où s'en va la WWE à partir de ce moment-là. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.